Et bonsoir à tous. Désolé pour ce léger petit retard. On est en train de discuter entre nous, j'avais pas fait gaffe, on avait passé les 21 heures. Alors, bonsoir. Déjà, on va reprendre dans le chat. Bonsoir à Guskai. Bonsoir patron. Bonsoir Mathieu. Tu viens là pour nous embêter en plus. Bonsoir Xénon. Bonsoir, qui c'est que j'ai pas vu? Bonsoir avec moi. Bonsoir Franck. Et bonsoir à ceux qui restent dans l'ombre à nous regarder sans ressentir le besoin de discuter. Et puis pour après, bonsoir YouTube. Bonsoir. Ce soir, une émission où on va débattre du devenir de KS par rapport aux récents événements. Et pour ce faire, on a donc mon fidèle Pierrot qui est avec moi. Salut, salut. Et on aurait presque pu croire qu'on avait envoyé Dandy en envoyé spécial au sein d'un éditeur pour nous faire un retour de l'intérieur et qui va pouvoir nous apporter donc ces lumières de son expérience passée. Bonsoir Dandy. Bonsoir Kyo, bonsoir Pierrot, bonsoir à tous. Alors, il n'est plus un doute aujourd'hui que je suis allé chez Funforge pour faire capoter le projet pour qu'on ait un sujet ce soir. Donc, voilà, chose Merci, est merci, faite. merci, merci. Encore plus fort que les envoyés spéciaux de chez Click Donc, comme je le disais, ce soir, on va parler de Kickstarter. Donc, du coup, comme tu l'as dit, Funforge est un exemple. On s'aperçoit que ces derniers temps, Kickstarter a l'air de beaucoup moins fonctionner que les années précédentes. Voilà, on va essayer de voir un peu, essayer de donner notre avis sur le pourquoi du comment, ce revirement de situation. Je sais pas s'il y en a l'un d'entre vous qui veut prendre la parole pour commencer. Peut-être le dandy, peut-être. Avec plaisir, What's Happening to Kickstarter et tous les projets participatifs en général, puisqu'on a eu un autre exemple très récent. On constate en effet, alors que de très gros projets avec des gros engagements financiers en termes de licences, en termes d'engagement de la communauté, se retrouvent aujourd'hui annulés, soit qu'ils n'aient pas démarré, soit même qu'ils aient atteint 500 de leur financement. C'est quand même incroyable. Donc le phénomène Kickstarter, c'est quelque chose qui a eu une sacrée bulle pendant plusieurs années, je dirais il y a une dizaine d'années aujourd'hui. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de contextes qui font que les tickets d'entrée pour aller sur KS sont hyper élevés d'office. On est à pas moins de 100 et en général, c'est plutôt 140 pour des jeux un peu costauds. Et est-ce que les gens sont en capacité aujourd'hui, avec toutes les restrictions qu'on a, avec les problèmes d'approvisionnement, le coût de la vie qui augmente et l'inflation, est-ce qu'on a encore les moyens de donner libre cours à sa passion en fermant un peu les yeux? Ou alors est-ce qu'au contraire, il faut cibler, cibler, cibler et puis aller à l'économie? C'est la grande question qu'on va se poser ce soir. Tout à fait. Et, C'est euh, hyper et bien donc, résumé. ouais. Bonsoir Zebaku. Bonsoir Lincoln. Comme je venais de le marquer dans le chat, surtout n'hésitez pas à poser vos questions et donner votre avis sur ce sujet, que vous puissiez participer avec nous à ce petit débat. Ouais, Euh, Ça va bien, merci Lincoln. Et toi? c'est ça. Parce que n'oubliez Voilà, pas que nous n'avons pas la science infuse, c'est un c'est dialogue ça, et un échange, Ouais. et vous c'est ça. participez autant que nous dans cet échange. Voilà. Après tout, on n'est pas forcément beaucoup plus averti sur le sujet que vous pouvez l'être. Donc voilà, c'est vraiment pas notre vision à notre niveau. C'est loin d'être la vérité ou la science infuse. Hum. Donc du coup, ouais, moi ce que j'ai pu voir, c'est donc qu'il y a un petit relâchement en termes de participation sur Kickstarter, que ça soit Kickstarter, GameFound ou ce genre de choses, dans le monde du jeu de plateau. Ouais, parce qu'on va se limiter quand même au monde du jeu de plateau, enfin jeu de plateau, wargame, jeu de cartes, enfin voilà quoi, le jeu de société, depuis le début de l'année. Et moi, une des premières pistes que je vois à ça, c'est peut-être aussi tout simplement en fait le contre-coup du confinement. À savoir que pendant près de 2 ans, en fait, les gens se sont beaucoup mis aux jeux de société, ont beaucoup investi dedans.
les boutiques ont fait des ventes records pendant près de 2 ans. Et en fait, là, donc là, nous, on le voit parce que plus facilement du point de vue des Kickstarter et autres. Mais en fait, je sais plus quelle boutique disait que sur le début de l'année, quasiment le premier semestre maintenant 2021, bah, je crois que c'était Yellow qui disait ça. Je voudrais pas dire de bêtises, mais ils faisaient presque moins, ils avaient fait presque un moins bon chiffre que 2019. Mm. Euh, Voire un moins bon chiffre que 2019. J'ai un doute, c'est pour ça que je mets des guillemets là-dessus. Et donc je me dis que déjà, est-ce que ça serait pas l'une des premières causes? Ça, c'est pas faux, parce que quand tu dis les boutiques, etc., moi, en tant qu'ambassadeur Lucky Doc, en visite les boutiques, c'est vrai, sur les 5 que je visite, là, les 3 m'ont dit que le début d'année 2022 a été archi compliqué, quoi. Hmm. Donc c'est vrai que tu dis, il y a peut-être un essoufflement ou quelque chose qui s'est perdu. C'est possible. Là, on serait sur la pente descendante d'une montagne qui a culminé en plein Covid, en plein confinement, et là, on retrouve un peu une vie stable, et donc on revient vers d'autres types de loisirs et plaisirs que le jeu de plateau. Hmm. On Peut-être. recommence à sortir. Quel drame, quel drame. On va redevenir des experts au milieu de cette plèbe de joueurs de jeux vidéo qui sont venus par chez nous dans le jeu de plateau. Bah, ils retournent dépenser leur argent dans les restos et le cinéma maintenant. Ouais, bah oui, oui. C'est vrai. Et autres sorties culturelles. Euh, Il y a Zebaku qui dit que ça dépend des entreprises. Il fait le DQ de Game Carton. Alors, bah, du coup, il cartonne sûrement. Maintenant, moi, je trouve que même si ils ont fait un plutôt bon KS, ils ont été au bout de leur objectif a priori Dark sur The Waters. Dark Quarters. Mm. Ils n'ont pas Mm. non plus explosé les chiffres. Ils ont fait 1 Euh, million, ils ont Non, fait mais c'est une 8000 très bonne backers ou campagne, quoi. 9000 backers. Voilà, ils ont fait une bonne campagne, c'est vrai. Ils sortent un peu du lot sur les campagnes qu'on peut voir là. Pour moi, il y en a deux qui sont sortis du lot là sur les campagnes, les dernières grosses campagnes attendues. C'est The Dark Quarter et Sleeping Gods, la nouvelle, Le nouveau le Sleeping nouveau Gods. qui était sur Gamefront, Parce mais que quand tu qui n'a regardes The pas Dark fait. Quarter, c'est le all-in qui est à 140 euros, mais après, tu Ouais, peux t'engager à partir de 60 seulement. Donc, c'est ça. quand tu as effectivement ces 11 540 contributeurs, je pense qu'on peut dire que c'était une très bonne Mm, campagne quand même. mm. C'est assez successful, ouais, parce qu'il faut te Ouais, dire que quand tu fais autant de contrib, tu vas déjà, ça diminue énormément le coût d'échelle, de prod et d'échelle pour mm, l'éditeur. Et en clairement. plus, tu vas pouvoir faire du RAB en prévision de l'approvisionnement boutique derrière, donc ça te fait encore plus une grosse économie d'échelle. Là, Mm. c'est genre tout bénef. Cette campagne, c'est un succès pour le Kid en termes de Puis ça revenus, de augmentera nombre encore en d'impressions. Pledge Manager, hein. Et Oui, puis il y le a encore PM le qui fait pledge. 30% de plus. Voilà. Ouais, Donc voilà. Bon, c'est sûr, hein, 11 000, je sais plus, c'est 11 11 540 backers. 540, ouais. Donc c'est un très bon score. C'est un peu les deux sur les 4-5 Kickstarter qui sortent du lot, c'est cela. Et ouais. donc il complétait son commentaire en disant que ça peut être l'image de l'entreprise qui joue aussi, notamment je pense par rapport à Innomé Mythic Game également. Je pense que c'est aussi un gros point sur la chute de KS de ce qu'on peut voir. C'est effectivement le ressenti qu'ont les backers par rapport à l'éditeur qui fait son Kickstarter. Ouais, Alors, clairement, parce que c'est sûr, quand tu compares Mythic Game, franchement, je pense qu'on peut pas dire vraiment que Mythic Game soit des mauvais jeux, etc. Mais il y a quand même ton- tout le temps en retard énormément sur leur campagne. Après, certes, il y a eu plein de choses qui se sont accumulées et qu'ils pouvaient pas prévoir, hein, ça c'est clair. Mais il ne faut pas dire qu'ils soient un petit peu en retard. C'est vraiment des gros retards qu'à chaque fois sur Mm. toute leur campagne. Et c'est vrai, ils te lancent une campagne, il y en a 3 autres qui sont pas livrés presque, entre guillemets. Donc forcément, quand tu vois ça, ça donne pas. Je pense que, enfin, je comprends les gens qui ont pas envie d'y aller. Mm. D'ailleurs, techniquement, ils ne respectent pas la charte de Kickstarter. Ouais, tout à fait. oui, avec plus de 3 projets non livrés, et C'est ça. Normalement, t'as pas le droit d'avoir plus de 3 projets en cours sur Kickstarter. c'est ça, ouais. Mais bon, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, MG n'est pas une exception à la règle. Ah non, pas du tout. Euh, Quelque part, malheureusement. Il y a beaucoup, que ce soit dans le monde du jeu ou, non, ou en dehors, a priori, qui ne respectent pas. Enfin, beaucoup. Ils sont plusieurs à ne pas respecter cette consigne et Kickstarter n'a pas l'air de faire grand-chose. En Après, fait, c'est dur d'introduire une règle comme ça a posteriori, mm, et je pense qu'il y a une espèce de deux poids, deux mesures qui est fait quand tu vois que l'éditeur, sur son parcours d'édition,
bah là, il est peut-être à 5 projets en rab, mais tu vois qu'il en est à son 8e, 10e, et que finalement, les autres ont été livrés. Donc tu dis, bon, on va avoir un peu de souplesse sur cette règle-là pour cette personne-là. À mon avis, il y a un peu du cas par cas qui est fait. Mm. Oui, alors, bien sûr. Oui, non, oui, oui, non, mais après, je pense surtout que Kickstarter, ils se disent aussi, bah, si c'est quelqu'un qui fait quand même, enfin, même s'il a du retard, qui a plusieurs projets en cours, qu'on a quand même livré plein, qui a l'air quand même relativement quelqu'un entre guillemets de confiance, et qui en plus me rapporte quand même un bon petit chiffre, euh, Mm, mm. bah écoute, pourquoi j'irais l'interdire quoi. Je Mm, pense qu'il y a un peu de ça aussi, hein, Ouais, faut pas oublier qu'ils prennent 5% c'est de la campagne, hein. évidemment. c'est pas 10%? C'est 5. 5? Hum. Ok, il me semblait que c'était 10 moi, mais bon. C'est peut-être après ça se négocie aussi peut-être. Ok, et alors qu'est-ce que vous dites dans le chat? J'essaie de suivre un petit peu Donc, il en y a même Franck qui temps. nous dit qu'il y a l'inflation qui est passée par là. Donc, forcément, les budgets des familles ont peut-être changé. Ah, ça, Ça clairement, se Alors, c'est un comprend. impact, hein. ça c'est un sacré impact aussi. Et Après, ça va en plus avec, je dirais, la TVA aussi, hmm, qui est d'un seul coup, tout le alors, monde se met à faire payer la TVA qui ne faisait pas, entre guillemets, avant, quoi. hmm, alors, après bon alors l'inflation elle est relativement mondiale en ce moment, mais Oui. euh, enfin faut pas se limiter à notre vision entre guillemets au sein de la France, puisque enfin à part Ulule qui est une plateforme pour en général des projets franco-français, enfin ou francophones peut-être avec la Jeu de Belgique, rôle et francophone. voilà, euh, c'est international. Donc du coup, bon là c'est un cas, on est un peu sur une crise mondiale, enfin fin pandémie, etc. Mais on pourrait très bien être nous sur une forte inflation et que derrière aux États-Unis ils aillent très très bien et que voilà. Mhm. Donc alors là pour le coup effectivement je pense que ça joue. Mais alors, attention quand même à pas à pas généraliser hein, ce que nous on voit à notre niveau. Il y a Olinkel qui demande si on a eu le temps de regarder des petits projets. Alors, moi j'ai vu un petit projet moi, qui est sur Ulule qui s'est lancé il n'y a pas longtemps, mais c'est beaucoup plus difficile de se dire sur des tout petits projets, est-ce qu'ils fonctionnent pas parce que c'est des petits projets pas connus ou, ou de se dire là il fonctionne plutôt bien comparé aux autres petits projets. Voilà, c'est pour ça, enfin, je pense que c'est plus simple de se concentrer sur des gros éditeurs, encore une fois, tels que Mythic Game, que Cool or Not, ou enfin gros, moyen gros, hein, parce que Cool Mini c'est un peu immense et Mythic Game c'est pas si gros que ça non plus, ou même Funforge, ou j'ai oublié le nom de l'éditeur là qui a annulé son KS, Tiens, mince. Eutia, oui, oui, non mais Eutia, mais l'éditeur c'est pas Eutia, c'est Dia Non. Games. Dia Ouais. Games, voilà, et qui du coup va fermer a priori boutique. Ce que Mhm. j'ai compris. Voilà, c'est que des gens qui sont un peu plus connus, un peu plus médiatisés, c'est plus simple de voir quand ça fonctionne pas que sur un petit projet d'un auto-éditeur. Surtout quand Voilà. c'est le premier. Ouais, surtout quand c'est le T'as pas de point premier. de comparaison, quoi. C'est ça. Donc, si tu veux, on pourra aller voir après, voir sur Kickstarter, voir sur des petits projets ce que ça donne là en ce moment, mais c'est difficile, beaucoup plus difficile de se faire un avis là-dessus. Il y a Euh, The Baku qui parle d'Explorers of the Woodlands avec un bon bouche à oreille, justement. C'est comme ça que je suis arrivé à soutenir le jeu. C'est un viewer qui, lors d'une émission, m'en a parlé. Je suis allé voir et du coup, Oui, ça on nous Je me a suis parlé dit sur la que... dernière Ludic Squad, ça, non? Mhm. c'est ça. Ouais. Du coup, vu le prix du ticket d'entrée, je me suis permis d'aller soutenir le jeu. C'était 29 euros. C'est pas non plus extrêmement cher et ça a l'air sympa. Mhm. Et puis, ça fait du bien de voir qu'il existe encore des projets qui sont là pour démarrer et pas pour faire de la préco de masse. Ah, Sur des entreprises qui déjà sont bien voilà. assises. Qui ont fait, ouais, ils ont fait 3000 contributeurs, Ouais, ils ont bien réussi, ouais. 75 000 euros. Donc voilà, c'est pour une contribution à partir de 15 euros. Ouais, non, c'est pas mal, hein. Si Ouais, je ouais, me un 1000 montre. contributeurs comme primo-éditeur ça, à après... 3000 boîtes Exactement, ouais. qui Ouais, sort de nulle part, entre guillemets, c'est vraiment Surtout un qu'il ira en bon. boutique après. voilà. Donc ça, c'est Oui, un peu le contre-exemple quelque part, effectivement, de se dire que on pourrait se dire que Kickstarter va pas si mal que ça et que le problème est peut-être ailleurs aussi. Euh, Donc voilà. Donc après c'est les problèmes aussi ça peut peut-être être enfin c'est sûrement aussi entre autres bah, les problèmes qu'on a connus d'approvisionnement de matières premières, des différentes ouais. matières premières.
je vais faire un package complet, les problèmes de livraison, avec Ouais. les délais, les retards, l'augmentation Les containers. faramineuse des containers, du prix des containers, et, euh, et le fait qu'en Chine, dès qu'ils ont un cas Covid, pouf, ils ferment une usine. Donc ça provoque en plus des retards monstres et que ça bouleverse du coup toute une économie aussi. Hum, hum. Ouais, Ça, en ce moment, c'est le plaisir de la spéculation pour tout ce qui est container et, mm, et place dans les cargos, hein. Parce que justement, ton usine, elle prend du retard, donc la place que tu avais réservée pour le 12 mai, elle ne te sert plus à rien. Donc du coup, tu remets ton truc en vente, mais il faut pas non plus que tu remettes 6 mois à retrouver une place. Enfin, c'est un délire spéculatif, la logistique en ce moment. ah oui, non, mais c'est fou, hein. Après, Pierrot nous avait montré un post de Facebook là, justement où ça parlait un petit peu et je me rappelle plus si c'était lié avec comme les mineurs notes, non, à la base, non, ce post. Je vais essayer de retrouver ça pour vous dire. C'était, je peux le, Je crois que c'était par rapport à la alors, campagne de Cool Mini. Ouais. ouais, j'ai pas Facebook, alors je sais pas si on va pouvoir, ouais. Enfin bon, et entre autres, enfin bon, après je vais pas rester dedans parce qu'il faudrait chercher, mais je sais plus où il est. Il y avait un commentaire entre autres, ah bah si, il est là, de Fred Henry. Fred Henry. Comment je fais Mais qui pour le voir expliquait que en les frais de entier? port étaient calculés et intégrés dans le prix du pledge, et que c'était une Ah, jurisprudence qui était demandée par KS c'est ça. Que dans Que dans, normalement, voilà. on cadre devrait payer légal. entre guillemets que la livraison Oui. Colissimo, quoi. En fait, tu devrais C'est ça, te payer que du hub à chez toi. c'est ça, c'est ce qui s'appelle le dernier kilomètre, en gros. Hein, ouais. Et bon, quand on voit les prix prohibitifs qu'il peut y avoir, par exemple, sur Call Me or Not, dernièrement, en termes de frais de livraison, euh, j'ai l'impression qu'ils se rattrapent un peu là-dessus et que c'est pas que le prix du dernier kilomètre. Oh non, Ça, mais de c'est toute clair. façon, c'est quelque chose dont on n'a jamais eu, on va dire, La l'aberration transparence. complète, mais sur de nombreux éditeurs depuis plusieurs années, on s'est toujours dit qu'il y avait anguille sous roche et que certains frais de port étaient beaucoup trop élevés par rapport à ce que d'autres pratiquaient Mm. pour des colis à poids ou volume équivalent. Donc quand il y en a un qui te livre à 20 et l'autre qui te livre à 45, tu te dis bon bah est-ce qu'il n'y a pas un petit étalement des frais de port qui normalement devraient être dans le pledge et qui sont probablement en partie, et puis tu justifies en disant c'est lourd, c'est gros, il y a beaucoup de plastique, etc. Donc le frais de port est un peu plus élevé dessus. Donc on n'a jamais eu la preuve, mais en tout cas on peut très fortement suspecter que c'est un point sur lequel il y a de la latitude pour les éditeurs et que certains doivent bien en abuser à mon avis. Mm. Bah, mais alors, et puis surtout qu'il y en a en fait, ils jouent aussi sur ce qu'ils appellent les frais de port pour moduler la TVA aussi. Hum. Donc c'est encore plus difficile de savoir ce que tu payes réellement et si tu payes le prix juste en fait. Mais bon, là pour le coup, ils se sont pris un sacré taquet comme Mini en note et enfin, je pense à raison. Je pense que là pour le coup, ils ont vraiment abusé. Ah, mais par contre, est-ce qu'il y a eu Clairement. beaucoup de pertes de pledge suite à la prise de conscience du Mais prix en fait, le problème c'est est-ce que tu es en droit de demander à te faire rembourser ton pledge? Oui, tu as 14 jours. Ça, c'est une politique sur KS maintenant que nombre d'éditeurs doivent mettre en place. C'est que tu D'accord. as 14 jours à la fermeture de la campagne pour demander un remboursement. Ouais. Certains éditeurs vont le demander, vont l'autoriser 100% no questions asked, et d'autres vont être plus tatillons et plus chiants pour t'empêcher de le faire. Ah, Mais tu es obligé pendant 14 jours, hmm. grâce au droit français et peut-être européen même, Je pense que c'est de européen, faire hein, ça. ça. Je pense que c'est Mm. européen Et les 14 jours de le droit de rétractation légal. Mm. Légaux. droit de rétractation que tu as sur normalement tout achat sur Internet qui C'est est ça. plus élevé que quand tu vas acheter en physique. Ouais, c'est Euh, 7 jours en physique et ouais, 7 14 jours et 14 en. Ouais. en démat. On nous dit dans le chat que c'est un mythe, la règle des 3 projets sur Kickstarter. Alors, je t'avoue que j'ai pas été vérifié moi de mon côté, mais il y a j'ai vu des gens qui, enfin après, peut-être qu'ils mentent, mais bon, je vois pas leur intérêt non plus, dire qu'ils ont questionné Kickstarter et autres sur ça. Donc je pense que si ça avait été un mythe, ils se seraient fait envoyer bouler directement par Kickstarter, qui avait l'air plutôt de botter en touche plutôt que de dire que cette règle n'existait pas. Alors, il y a Franck qui demande si le nombre de nouveaux backers sur KS sur les plateformes FP, j'imagine, francophones, Mm. est en augmentation. Je
pense que sur certains jeux à succès, type Lucky Duck, en effet, tu vois qu'il y a des augmentations. Quand tu as 11 000 contributeurs, c'est pas 11 000 personnes qui étaient déjà sur KS, à mon avis, c'est que tu as des backers qui connaissent tes jeux Chronicle of Crimes, Destinies, etc. Et qui, du coup, s'y intéressent un peu plus et rejoignent. Donc, sur des éditeurs à succès, je pense qu'il y aura des nouveaux backers, comme ça, des nouveaux inscrits à KS. Mais là où je suis assez surpris, c'est de voir les capacités d'engagement qu'ont certains projets qui ne sont pas des jeux de société. Et justement, quand on faisait notre campagne, quand j'étais chez Funforge, là, de Far Cry Beyond, on était en compétition avec une poêle préassaisonnée anti-adhésive. Et c'est con, hein, mais elle était à déjà des millions d'euros alors qu'on commençait et un nombre de backers juste hallucinant et je ne comprends pas, en fait, pourquoi, ce type de produit-là, ça fait un peu téléachat, en fait. Tu sais, tu Mm. peur de te faire arnaquer en achetant Ouais, un truc un peu Ah, cheap, clairement. bah, un peu l'un gadget. l'un des 10 plus gros succès de Kickstarter, c'est une glacière. Ouais, bah, ouais, c'est étrange, tu vois? Bah, après, c'est une glacière un peu, c'est une glacière Pit Ouais, My c'est Ride, toujours hein, hyper technologie, mais avec bon, limite, elle a un micro intégré alors que c'est une glacière, tu vois. Enfin, c'est. ouais. Donc ouais, ça a l'air de mettre quand même pas mal en avant ce genre de jeu, là où tu as des backers qui vont rejoindre, mais Mm. pour le jeu de plateau en soi, déjà que c'est un milieu de niche et que maintenant c'est un milieu de niche expert avec des gens qui s'y connaissent et qui y vont pour trouver les bons plans avec les stretch goals, Mm. les offres à prix réduit et les caisses Ah, exclusives. ouais. Euh, donc ça attire et puis genre quand c'est ton premier, bah tu assumes la déconvenue et tu dis: «Ah ouais, il y a des TVA, ah ouais, il y a des frais de port sympas aussi». Puis après, peut-être que tu y reviens pas. Mais pour nous, Ouais, pour moi du moins qui suis un vieux de la vieille de KS, ma participation, elle est en chute libre, hein. ouais, C'est clairement. c'est quasiment terminé. Après, juste pour revenir sur le truc d'avant, là, sur Cool Mini or Not, où tu demandais est-ce qu'ils vont perdre des backers. Euh, Ils ont déjà eu le cas pendant la campagne où ils ont, entre guillemets, perdu des backers. C'était la première fois que ça arrivait aussi de manière aussi flagrante. Quand les premiers stretch goals sont apparus, qu'ils apportent quasiment rien avec des prix, enfin, avec des paliers ahurissants. Et qu'après ils ont un petit peu revu ça. Donc c'est fort probable qu'ils en perdent. Maintenant, moi je pense que plus qu'en perdre, en fait, c'est surtout qu'ils vont ils vont peut-être vendre moins de contenu. Au sens où les gens, du coup, bah, ils auraient pris peut-être un add-on ou deux en plus, et du coup, Mmh. qu'ils vont pas les prendre puisque bah, ils vont payer les frais de port à la place, quoi. Mmh. Donc je pense Ouais, clairement. il va y avoir de ça aussi. Donc ça va être moins visible en termes de perte de nombre de personnes, mais ils vont perdre en vente de manière générale, quoi. Ouais, bah, Euh, oui, oui. Et ensuite, si, pour prendre un exemple sur ce Dark Quarter par rapport aux nouveaux contributeurs, en fait sur Kickstarter, tu peux voir qui sont les primo-contributeurs sur Kickstarter, ou ceux qui Ah ça, sont c'est bien. Et des des nouveaux backers inscrits réguliers en KS, ouais. fait. Mmh. Donc là, tu vois, là c'est sur The Dark Quarter, on voit qu'il y a 248 personnes qui soutiennent un Kickstarter pour la première fois. Tu vois, je m'attendais à beaucoup plus que ça, finalement, ça reste très modéré comme chiffre. Alors moi j'ai souvenir, alors on pourrait aller voir, j'ai souvenir que sur les projets Mythic Games, c'est un peu plus élevé les primo backers. Si on va Ouais, voir parce que le... Mythic est assez puissant sur la présentation en salon et du coup, ils Ouais, se font ouais. bien voir. Bah oui, enfin tu peux aussi voir l'effet inverse, ça veut dire que ceux qui sont déjà venus, ils sont déçus, ils reviennent pas. Ah, est-ce Mm, qu'ils mm. font des jeux qui déçoivent? Ça, Non je vous mais laisse à l'interprétation. non mais je veux dire, tu vois, t'as Oui, deux tu peux être déçu interprétations du coup de pas là-dessus, mais du coup, au tu rentres pas projet. dans les comptes. Mais là, tu vois, Non, bah, là regarde, on est quasiment sur la même chose sur. Bon, à part qu'ils ont pas 12 000, ils ont que 5 000, mais sur Anastir, voilà, il y a très peu de nouveaux backers aussi. ouais, c'est pareil, tu vois, on est que sur Ah, 250, c'est beaucoup, ouais. c'est faible, hein, Alors mais au que, ratio du nombre total de ouais, backers de cette oui, c'est campagne, plus c'est pas important en ratio, c'est sûr, mais du coup, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être aussi le fait que, justement, c'est ce qu'on voyait plus sur 2020 et 2021, c'est qu'on avait beaucoup de nouveaux backers, de gens qui rentraient dans le milieu, et que bah, du coup, on n'a plus ça. Et donc, bah, forcément, je pense qu'en fait, ils comptaient aussi beaucoup sur ces nouvelles personnes qui rentraient un peu dans le Kickstarter et qui n'avaient pas du coup déjà de gros jeux et qui achetaient un gros jeu. Et donc maintenant, on a de plus en plus de gens qui ont des gros jeux, et il y a une histoire de coût, mais il y a aussi une histoire de place, de temps.
Voilà, je pense que c'est aussi un biais qui fait que Kickstarter s'essouffle un petit peu. Alors, là-dessus, j'émettrais une réserve. Je pense que les gens qui vont sur KS aujourd'hui restent, comme je disais, ces experts de niche, donc des gens qui y vont pour dénicher les filons intéressants sur les jeux. Et si tu fais partie de cette catégorie, selon moi, tu fais partie de ces personnes qui s'en foutent de ne plus avoir de place, puisque la collectionnite Mmh. dépasse, le Mmh. plaisir de jouer, parce qu'on a une pile de la honte souvent quand on fait du KS. Et du coup, Ça le va. fait de recevoir le nouveau KS, c'est cool. Et si tu as déjà une pile, bah tant pis, tu vendras un ancien dont tu pas joué. Et puis en plus, tu vendras avec les bonus KS, donc tu pourras faire ta marge si tu spécules Mmh. ou leur vendre à prix coûtant. Et du coup, c'est pas grave d'acheter trop quand t'as plus la place. Je pense, c'est ce que je ressens de ce que OK. j'étais quand j'étais KSR fou. Ouais. A priori, je viens de lire, Wag pense comme moi en disant que peut-être il commence aussi à avoir de bonnes fractions du public qui n'a plus de place chez eux à prendre un all-in à 15 kilos. Et encore 15 kilos, je Ouais. pense que tu es gentil, tu as des all-in à plutôt à 30 kilos. Pour certains, ouais. Bah, je me dis que la place, c'est pas un bon critère. Quand t'aimes la collection, tu Bah, fais de la place avec franchement, des... moi, la place, ça me freine de plus en plus quand même, hein. Ouais. Ouais, ça devient très compliqué. Il y a WonderAmy qui demande si tous les chiffres sont vrais et si les éditeurs ne peuvent pas générer des bots pour faire monter le bac et tout ça. Alors, en pratique, je confirme que c'est absolument possible. Et en pratique, je confirme aussi que c'est très évité. Parce que quand tu fais ça, en fait, tu fais monter artificiellement tes chiffres. Certes, ça peut créer un engouement, mais si jamais l'engouement est modéré, tu es obligé d'annuler ta campagne à terme parce que tu sais que 5 ou 10% de ta base de pledgers, bah, c'est du vent. Mm. Il fait que, un, tu te tues sur les coûts de prod. Parce que du coup, quand tu poses des prix sur KS, c'est que tu les fais au regard du devis que tu as envoyé ton entreprise et l'entreprise, en général, elle te dit: «Bah, pour 6 000 boîtes, on fait tant, pour 10 000 on fait tant». Il fait que tu vas caler un prix qui sera sur un nombre de pledges que tu n'atteins même pas et que tu as fait croire que tu allais atteindre et résultat, bah, toi, tu vas te retrouver à payer, le tarif, 4 000 unités au lieu de 8 000 et donc tu vas te mettre encore plus dans la merde en faisant ça. Donc c'est un pari qui est beaucoup trop risqué et que tu ne peux pas faire. Si ton Mm. jeu ne doit pas marcher, il vaut mieux que tu le saches d'entrée de jeu, que tu le retravailles et que tu le revoies. Mm. Alors, je suis désolé au Linke qui dit qu'elle n'est pas d'accord, mais du coup, je ne sais pas sur quoi elle n'est pas d'accord, parce que je le nique maintenant son commentaire. Donc, si tu veux, tu peux réagir en étant un peu plus précise, pardon. Euh, voilà, sur Oh, livrer. c'est beau cette déclaration tête de slip, ça nous fait très plaisir. Ouais. Hem, donc par exemple, WonderAmy, je t'en fais la démonstration typique, c'est justement cette histoire de Dire Games qui a produit Eutia, qui a été un succès pendant la première campagne. Qui s'est passé, je crois que c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans, ça s'est très bien passé à part une galère en cours de route de production avec le traducteur. Mais le jeu a été très bien reçu, très bien médiatisé, par notre ami JB, Meeple Reporter en l'occurrence et suite à ça, ils sont revenus avec une deuxième campagne, dans laquelle ils ont fait une offre assez pléthorique avec, plusieurs nouveaux add-ons. Mm. Le prix d'entrée restait, on va dire, somme toute correct. On était sur du 85 à 115, 95 ou 115 pour la boîte d'extension avec le contenu gameplay, des nouveaux scénarios, un nouveau héros, des nouveaux monstres. Donc on va dire que ça reste dans les prix chers mais entendables et à côté de ça, il y avait aussi, bah, la réimpression du jeu de base, plus des nouveaux trucs pour jouer en solo et cetera. Avec un all-in qui arrivait autour de 400 balles, 400 et en fait, tu te rends compte qu'ils étaient à 500 de financement et il devait y avoir, un truc genre 2 000 backers, je crois, quelque chose comme ça ou 3 000 et ils ont interrompu la campagne à 500 de financement et à 3 000 backers, genre ça n'existe pas en fait. Ton Ouais. Ça, c'est une campagne qui est Ah, successful alors, non, c'est pire que ça. et en fait, ils l'ont fait parce que alors ça, c'est mon interprétation personnelle, je pense qu'ils ont fait un devis sur économie d'échelle qui était erroné. Ils Ouais. s'attendaient à avoir 6 000 backers comme ils nous l'ont dit, dans une de leurs publications et en fait, même à 3 000 c'est bien, mais c'est pas suffisant parce qu'ils allaient se devoir, comme je disais tout à l'heure, se payer le prix du jeu à 3 000 l'impression au lieu de 6 000 et donc ça les mettait dedans au niveau des tarifs et en plus, il s'avère que, la santé économique de l'entreprise n'était pas très saine
suite à la première édition du jeu, et je suspecte très fortement que les frais de port augmentés, malgré qu'ils aient été compensés par les backers, puisqu'on a tous envoyé 15 € pour aider à Mm. faire remonter ça, a mis l'entreprise dans le mal au point qu'aujourd'hui elle est obligée de fermer boutique à 500% de financement de son jeu quand même. Mm. Mm. Genre la Oui, dernière fois que un éditeur a fait ça, c'était Holy Grail Games avec Titan, et j'ai pété un câble et je me les suis payés. On a eu quelques frictions à ce sujet, et je trouvais ça inadmissible. Pour moi, ça commençait à montrer les limites de ce concept de Kickstarter, genre, je suis financé, mais je respecte pas les règles du jeu, je retire mes billes, mais dans quel monde? Maintenant, je sais pourquoi on le fait, mais je oui, bah trouve que oui. c'est honnête. Après, le truc, c'est que leurs seuils de financement sont pas non plus réels. Ah non, mais clairement, ils le sont pas. Mais Ça, on l'accepte, ça, Même ça fait ça, ils sont partie que du jeu, marketing, en fait. oui, non, mais ça, bien sûr. c'est fait pour donner de la dynamique à la campagne et tout Ouais, ça. c'est Enfin, ça. maintenant, on le sait tous et on sait que en gros, c'est relativement ce qu'ils comptent faire en moins de 24 heures, au mieux, enfin au pire, pardon. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est sûr que, mais ça, l'imprimo backer, par exemple, lui, il en sait rien, quoi. Ouais, quand tu Tout à fait. débutes, toi, Et tu dis: donc, «Bah je ouais». pense que tu comprends pas, quoi. Après, je pense que, tu vois, là, je suis sur la page de Etia, il y a aussi un gros truc, et c'est un peu ce qui est arrivé aussi sur Anastir, par exemple, c'est que là, t'as 2100 backers, Mmh. donc ok, ils avaient lancé à 100%, mais si tu regardes juste en dessous, il y a marqué le nombre de followers de la page. Ouais, ouais, il y avait genre 14 14 000. 000 Ouais, Mm. personnes. Et ils donc, avaient un nombre de follow qui était voilà, assez donc les faible. mecs ils devaient se dire c'est bon, on a 14 000 personnes qui sont prêtes pour le truc, ça va rouler tout seul quoi. Et Ouais, je pense que c'est un ça a peu la dû douche faire une froide. grosse déconvenue ça. Mais je pense que là où il y a eu aussi, peut-être qu'ils se sont tirés une balle dans le pied eux-mêmes, puisque moi qui suivais cette campagne, ils avaient mis en concours 3 all-in du Hmm, jeu, et je pense que ça a dû participer à ce faux engouement de follow pour tenter sa chance, qui fait qu'ils ont un peu corrompu, Mm. leur base d'intéressés avec leur base d'opportunistes, avec une base d'opportunistes, et du coup ça a faussé complètement le nombre de follow. Parce qu'il Heu, fallait un follower pour gagner en ligne, c'est ça? en fait ça tu le fais, mais via des concours, avec des partenaires médias. Il y Si tu a, le Oui, fais sur mais ta base, c'est tu vas ça qu'ils ont fait, traquer là, dans du ta coup. base de données. il y a comment ça s'appelle zut, Agathe Studio, un éditeur de jeux de rôle, qui a fait la même chose. Là, ils ont une campagne en cours, une double campagne en cours sur leur KS, c'est Créature. Ouais, Et en fait, ils ont commencé, donc en gros, avec les gens devaient s'inscrire, je sais plus où genre faire un pouce bleu sur Twitter ou une connerie comme ça, enfin je sais plus exactement ce qu'ils ont fait, ils ont fait un truc un peu social, média social. Plus il y avait de monde sur un laps de temps donné, plus ça débloquait de stretch goal en fait pour la campagne en fait. d'accord. Avant même la campagne, Ouais, c'est ils ont fait bizarre ça. ça. Enfin, je crois que c'est un truc, c'est un système. Alors, je me rappelle plus exactement, mais c'est quelque chose comme ça qu'ils ont fait dans ce goût-là. Enfin, en gros, c'est des stretch goals, tu sais, comme maintenant on voit Les social ouais, circles. les social stretch goals, mais en amont de la campagne. Donc, ils ont bien sûr leurs stretch goals qu'ils ont pendant la campagne. Et alors, j'essaierai de trouver leur page là pendant qu'on discute, si ça fonctionne ou pas leur Kickstarter à eux. Parce que Agathe, c'est un éditeur qui est pas non plus, surtout, enfin, c'est du jeu de rôle, c'est très niche, donc c'est pas un immense éditeur. Donc, on est plus sur les petits éditeurs comme parlait tout à l'heure Olinkel. Ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont lancé leur JDR en français sur Ulule, Ouais, et en parallèle, la version anglophone est lancée sur Kickstarter. OK. Et Double dose de participatif, c'est chaud, ça veut dire 2 fois 5% qui partent. C'est ouais, audacieux. sûrement. Et donc, du coup, en fait, ils additionnent les montants des deux Kickstarter pour le déblocage des stretch goals en cours de campagne. Ouais, ouais, ça c'est du micro. C'est un éditeur qui aime bien se prendre la tête, je pense. C'est la première fois qu'ils font ça et que je vois ça. Et je suis curieux du coup de voir ce que ça va donner. Ouais. Merci beaucoup Mad Max pour les cheers, ça nous fait très Ouais. plaisir. Et il y a Dorian donc, qui nous dit salut, donc salut à toi, et qui dit que lui, donc, il a pas mal baqué de projets et que l'augmentation des frais, surtout durant le Pledge Manager, donc avec les frais de port, la TVA, et voire je pense l'ajout aussi parfois d'add-on que tu n'as pas pendant la campagne, ça peut faire pas mal peur et que ça limite, et que voilà, et que lui dit limite en fait C'est quand Dorian, là, t'es, c'est quand, ça?
Ouais, Dorian, ouais. Je sais pas ce que j'ai dit. De rien à voir. Doriana. Ce qu'elle dit, pardon, et du coup, oui. Euh, c'est qu'en gros, enfin, je pense que ce qu'elle veut dire derrière, c'est que quand t'es primo backer, tu te rends pas compte que limite, faut pas doubler ton pledge derrière, mais pas loin, quoi. Bah, Ouais, là, c'est c'est même triste plus aujourd'hui, mais avec ouais. Zombicide, là, c'est C'est, fou. voilà. Il y a Fred 22674 qui demande mais pourquoi ne pas interrompre la campagne 3 jours avant la fin et pourquoi si tôt donc en regard de celle de Tia? Ah, parce que c'est chaud C'est à très 3 jours à simple la en fin. fait. Déjà, ouais, il y a le côté image. Tu peux pas aller au Mm. bout de ta campagne et dire non, en fait, c'est chaud, j'ai piscine. Donc, ça marche pas. Tu tues ta Ah, boîte. Et mm. ensuite, il faut considérer que dès que tu fais un financement participatif, tu as tout un panel d'outils à ta disposition qui n'est accessible que aux créateurs de projets. Et en fait, ça te fait des simulations sur la durée par rapport au micmac de toutes les dernières analyses de toutes les autres campagnes d'autres jeux. Et ça te dit vraiment très précisément à combien de backers tu vas être. Ça te fait une espèce de courbe Ouais. et ça te dit combien tu auras de financement à la fin de ta campagne. Du coup, en fait, tu peux savoir dès le début, enfin, au bout de 48 heures, tu sais clairement à quoi va ressembler ta campagne et c'est très très fiable, ces outils-là Ouais, de projection. c'est des heuristiques en fait. Mm. Mm. C'est le principe des heuristiques, donc c'est un taux de fiabilité qui est quand même assez bien, assez bon. C'est triste, hein, mais c'est mathématique en fait. Euh, Et pareil, enfin moi je connaissais un projet, un petit éditeur français qui s'appelait Witty Edition, qui faisait à l'époque des Kickstarter sur une plateforme qui n'existe plus, française, qui n'existe plus maintenant, donc j'ai oublié le nom. L'une des premières Kiss plateformes Bank de... Bank, non? Non, l'autre, qui était avant, il me semble même. Mais enfin bon. Son dernier Kickstarter, en gros, c'était soit le jeu il fonctionne, soit on coule en fait. Ouais. Et donc eux en fait ils ont tenté le tout pour le tout, c'est-à-dire que le jeu avait bien décollé au débarrage sur le Kickstarter et très vite en fait bah lui Stagné. il a contré toutes les heuristiques en fait. Ah mince. Ouais. En fait il a eu un très bon décollage sur les 48 premières heures et donc bah, si tu suivais la courbe logique il faisait un très bon score. Et en fait, non. Et du coup, en fait, eux, ils ont pris le parti, comme c'était la fin pour eux et que tout se finissait, de se dire, bon, est-ce que vous acceptez, ils ont demandé, est-ce que vous acceptez qu'on rallonge la durée du Kickstarter pour essayer Ouais, d'avoir, d'atteindre le palier. d'atteindre plus de gens et Mhm. d'atteindre le palier pour que, en gros, bah, on édite pour vous ce dernier jeu, même si c'est fini pour nous, quoi. Pourrais-tu nous préciser ce qu'est une heuristique, s'il te plaît? C'est des calculs mathématiques qui permettent de prédire, de faire des prédictions, pour simplifier. Une Nostradamus. Ouais, après, je saurais plus, enfin, ça fait longtemps, je suis plus dedans, ça fait longtemps que j'ai pas fait des maths, alors te dire en détail ce que c'est qu'une heuristique, ça va être plus complexe. Ça me rappelle ce célèbre mot, l'orthodromie, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui Oui, nous a animés l'orthodromie, oui, qui nous a animés à Cannes. les, les lignes droites qui suivent la courbure de la Terre. Voilà. Mais oui, non, les heuristiques, c'est ça, enfin, pour moi, hein, alors bah, sinon, je me plante vraiment sur mes souvenirs de l'école, mais en gros, c'est ce qui permet de faire des déductions et des prédictions en suivant des schémas mathématiques. Donc ensuite, bah, si on reprend, les campagnes qui ont pas trop marché, donc il y avait en effet Funforge. Là, je peux vous en parler un peu plus en détail puisque j'étais à cette époque-là community manager de la société Mhm. et du coup, j'ai passé pas mal de temps sur Quad, pour, déjà dans un premier temps tâter le terrain et comprendre ce qui était reproché à Funforge et donc, bah, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein. Clairement, C'est cool, quoi. l'éditeur avait une image mais catastrophique sur les réseaux sociaux et qui a très, très souvent été, impacté par ses retards sur les campagnes Kickstarter. Et là, on a un exemple, un très, très bon exemple de, ces éditeurs qui tentent leur chance sur KS et qui malheureusement n'en reviennent pas parce que c'est un milieu complètement différent que de la distribution boutique. Ça peut faire miroiter un peu la poule aux œufs d'or parce que tu vois Awaken Realms qui se met dessus et qui fait 1 million avec Tainted Grail, quand il débutait, c'était impressionnant.
Là, tu vois Dark Waters 1 million, tu dis bon bah c'est easy, tu mets un jeu, tu fais un peu de pub et puis ça part. Bah, Sleeping Mais Gun, en ça fait fait, 2 millions aussi. voilà. Mais après, tout ce que ça implique en termes de suivi régulier, de code à respecter pendant la campagne et de code à respecter après la campagne, c'est hyper chronophage. Et donc c'est ce genre d'éditeur qui tente sa chance sur, KS. Il l'a fait à plusieurs reprises, qui a eu plusieurs reboots quand même et plusieurs annulations donc. Et qui aujourd'hui, bah, a décidé clairement d'arrêter de faire du Kickstarter et c'est une décision qui là, de manière très intéressante et honnête, ça a été salué par, la communauté de Quote justement, où ils disent: «Bah, enfin, il était temps qu'il se rende compte cet éditeur qu'il est pas fait pour KS et qu'il ne sait pas gérer des KS». Et et donc bah, ils ont décidé de se recentrer sur ce qu'ils savent faire, de réinterroger leurs vrais points de force et donc ils se mettent sur la distribution boutique de bons jeux parce qu'ils ont un excellent catalogue de jeux et voilà, donc c'est une belle, introspective qui s'est faite, un peu à la dure, hein, pleine vitesse dans le mur, mais au moins, voilà, ils repartent sur de bonnes bases, de meilleures bases et puis on peut leur souhaiter le meilleur pour rebondir, après cette, déconvenue participative. Ouais. Bonsoir à Fred qui dit qu'on est la meilleure émission de Tout entre jeux studio. Ah Euh, bah, je, ça fait très Ça voilà, fait plaisir. merci plaisir quand Fred. tu es là. Je tiens à préciser que nous n'avons pas payé cette personne pour compliment. D'ailleurs, il y a Fred qui nous dit aussi que avec là, le KS qui fonctionne moins bien quand même, ça va peut-être revenir au final à ce qu'il était censé être à la base, c'est-à-dire aider les créateurs à faire vraiment un financement participatif et puis Mm. ressembler maintenant à une précommande avec, bah, on vous offre des cadeaux parce que vous faites une précommande, quoi. Alors, c'est tout à fait possible qu'il y ait une espèce de cycle de Mm. création-destruction et que comme on arrive au sommet du cycle, on va retomber vers sa base et son Mm. origine. Hem, c'est fort probable que ça marche comme ça. Je pense que les gros éditeurs ont essayé d'exploiter le filon au maximum. Là, ils voient qu'ils atteignent une certaine forme de limite Mm. et on peut espérer voir plus de petits primo-éditeurs sur ce genre de plateforme Mm. et puis de les soutenir du coup. Mm. Bah oui, c'est peut-être la fin je sais plus qui c'est qui Mm, marquait mm. ça, du kilo plastique. C'était Zebaku. Ouais. Oui. Sur Kickstarter. Il y a Olinkel qui nous demandait qu'est-ce qu'on pense du fait que entre le premier et le deuxième Kickstarter de l'ordre de VIL, on soit passé de Ouais, il y a 60 à une trentaine d'euros. 99 euros, 30 euros. Alors, bah, moi j'en pense tout simplement qu'en fait, alors j'ai pas été vérifié si c'était contenu totalement équivalent, mais même un contenu équivalent, je suis pas spécialement choqué. Faut savoir que tous les jeux de société ont pris entre 5 et 10 euros sur 2020 du fait de l'augmentation du transport et des matières premières. Euh, et ça, c'est pour des jeux entre guillemets boutiques un peu plus soft, même des petits jeux, tout petits jeux. Donc un jeu un peu plus conséquent comme Lord de Veil, bah, je suis pas choqué que lui, il prenne jusqu'à même 30 euros de plus en fait. Mmh. Même si effectivement bah, ça paraît énorme de mettre 100 euros pour entre guillemets ce contenu-là. Euh, c'est un peu une réalité aussi qui fait que bah, malheureusement ils peuvent pas non plus absorber l'augmentation du prix des matières premières et du transport comme ça et qu'ils sont obligés de le répercuter dans le prix de l'objet final qu'ils te vendent. Puis il y a aussi le côté, je pense, c'était leur premier projet, donc quand tu Ouais, lances, tu peux, entre guillemets, te permettre de mettre un prix très attractif pour que ça fonctionne, tu rogner sur ta aussi. marge pour vraiment te lancer sur quelque chose. Après, une fois que la machine est lancée, si tu as vraiment un gros succès, bah derrière, il faut que tu embauches des gens, tout ça, il faut les payer, ces gens-là. Donc ta marge, bah, nécessairement, elle doit augmenter si tu augmentes le nombre de salariés, hein. Mm. Mm. Il y a, une réflexion qui m'a fait tiquer sur le prix de Nemesis puisque c'est un jeu qui a un certain succès. Donc là encore, bah, je vais pouvoir faire profiter un peu de mon expérience. Alors, je suis désolé, je ne retrouve plus l'auteur du commentaire, mais je vais me faire un plaisir de te répondre. En gros, Nemesis, c'est un cas un peu particulier. Il faut partir du principe que ce jeu, c'est un peu comme un Zombicide, c'est un jeu à succès assez phénoménal et à chaque reprint, c'est disparition intégrale de toutes les éditions, de tout ce qui a été reprinté. D'accord. Hem, du coup, comme il y a un succès qui est massif et ben,
Awaken Realms a toutes les clés en main pour adapter son prix. Et clairement, quand j'étais chez Funforge, on était en plein cours de réédition du jeu. On attendait qu'il arrive pour partir en boutique. Mhm. Et en fait, Awaken Realms a décidé que désormais le prix du jeu, à l'achat unitaire, ça augmentait de 10, 15, 20 balles. Résultat, en fait, si toi tu veux continuer à le distribuer parce que c'est un jeu qui marche, que ça te fait des rentrées financières, bah, il faut que tu répercutes ce coût. Et en fait, ce qui est complexe en tant qu'éditeur, quand tu subis ça, quand tu es co-distributeur d'un éditeur à succès, d'un jeu à succès, bah, c'est que tu es un peu obligé de suivre ses desiderata. Et attention, quand on dit qu'on augmente de 15-20 balles, ça n'a aucun lien avec les matières premières et le transport. C'est juste, je C'est juste un choix de décide que l'éditeur. comme ce jeu marche, on va monter son prix parce qu'il y a de la clientèle et qu'à chaque fois ça part. Donc c'est un peu ce qui s'est passé sur KS, tu montes le prix sur l'échelle et puis tu vois quand ça se casse la gueule et ça veut dire que tu as atteint ton palier en fait. Et le deuxième truc qui a un peu tué le jeu, enfin tué le jeu, qui a tué le prix du jeu et le porte-monnaie des joueurs, c'est le désir des boutiques à avoir leur version vendue en boutique. Parce qu'à la base, ça n'était vendu qu'en pré-distrib en préco sur Funforge. Sur leur boutique à eux, c'était 90 balles à peu près. Mhm. Puis après, c'est monté un peu. Sauf que dans l'univers du jeu de plateau, il faut partir du principe que toute boutique veut faire une marge qui est à peu près de 50% sur un jeu. Donc quand tu vends ton jeu toi-même à 90 balles, et qu'une boutique te l'achète, en gros, on va dire, peut-être 50, 60, un truc comme ça. Il veut 50% de marge, donc il va doubler le prix d'achat, donc il va te le mettre à 120. Le problème, c'est qu'en tant que distributeur, tu vas te retrouver avec comment on dit? Quand il y a des inégalités en termes de prix, bon ça me reviendra, mais en gros, toi, tu le proposes à 90, le mec te l'achète, Ah. puis lui, il est obligé de le mettre à 120 pour pouvoir le vendre. Mm. Donc c'est déloyal au niveau commercial puisque ça veut dire que tout le monde va acheter le tien et personne va acheter celui aux boutiques. Et donc, en tant qu'éditeur, enfin distributeur, bah, tu te cales sur le prix boutique et tu mets un prix public conseillé, de sorte que, tu puisses vendre ton jeu à peu près au même prix que les boutiquiers, sans tuer leur commerce et sans leur faire une vente en sachant pertinemment que, c'est les tiens qui partiront d'abord et pas les leurs, tu vois? Donc il y a Concurrence ça qui a déloyale. joué et puis, bah, du coup, quand Awaken, il rajoute 15 balles et bah, il faut te dire que le boutiquier, il en rajoute 30 parce que lui, il va vouloir, gagner son 50% de Alors, plus. Et donc ça fait que les prix deviennent très élevés à la fin. ouais, il y a lequel qui dit une marge de 50%, c'est abusé, non? Alors en fait, c'est faux C'est de la dire distribution. c'est pas 50% de marge, c'est il augmente le prix par rapport à ce qu'il achète de 50%, mais il marche pas à Oui, 50, pardon, ouais. il La marche marge n'est pas pas le la, double, voilà. enfin, théoriquement, et ça c'est vrai pour n'importe quel commerce, la marge d'un commerce est environ, si tu te débrouilles bien, est de 30%. Mais voilà, et il y a certains où tu vas faire un petit peu plus et d'autres où tu vas faire moins et tu vas essayer de t'équilibrer autour de pas descendre en dessous de 20% et pour être bien, normalement c'est à peu près 30%, c'est ce qui te permet de pouvoir après investir et autres. Donc voilà, et en fait Bien sûr. c'est pas abusé, en fait c'est pas au sens où je me mets 30% pour me les mettre dans ma poche, hein. C'est enfin pour une entreprise, enfin Ah, c'est logiquement dans la poche de le, l'entreprise, hein, mais le but de l'entreprise c'est de croître et donc pour qu'elle puisse investir de manière pérenne et croître, il faut qu'elle ait une marge suffisamment conséquente. Mais bon là on change voilà, donc ouais. de sujet. L'idée, c'était de bien comprendre que dans tout le circuit de distribution du jeu, chacun veut faire un bénéfice et ce bénéfice est calculé sur 1% du prix d'achat. Et bah, plus on est, plus ça monte. Donc le mec qui te vend la licence, puis ensuite le mec qui distribue, puis le mec qui vend en boutique. Donc petit à petit, ça fait grimper les prix. Et pour précision pour Phil, non, je ne suis plus chez Funforge puisque suite à la fin du projet de Far Cry Beyond, pour lequel j'avais été embauché, bah, il n'y avait plus Hmm. besoin de moi, donc je ne Ouais. suis plus chez eux. Ouais, pour rebondir tout à l'heure sur Sebon où tu demandais aussi, il y a Zebaku qui dit que, enfin, il pense hein, que comme lui, beaucoup ont payé en râlant comme moi et en se promettant de ne plus mettre un dollar à l'avenir en fait. Donc voilà, donc il a râlé, mais bah, au final, il a quand même raqué. Bah, tu peux mettre 1 $, mais je pense que ça, c'est une pratique qui malheureusement risque de faire très mal à Kickstarter Mm, aussi. mm, C'est quand tu sais que c'est tellement élevé à la fin, la quenelle que tu vas prendre, tu vas plus facilement mettre 1 $ pour pouvoir avoir les updates et tout.
Mais après, qui dit que tu vas le convertir? Mm. Parce que c'est $1 et finalement, bon, voilà, Mm. tu peux le laisser, tu vois, une fois qu'il y est, il y est. Et Euh, du coup, ça veut dire que les gens vont moins facilement financer leurs stretch goals ou atteindre des paliers qu'ils voulaient à force d'avoir une masse de gens à mm. $1. Le- Après, stretch goal, c'est que le spectacle. Hein. ouais. Fred, il soulève un point. Alors ça, je sais pas du tout si c'est vrai ou pas, mais c'est pas bête. En fait, quand il dit qu'on a 14 jours après l'achat pour annuler son pledge, souvent les pledge managers, ils arrivent bien après les 14 jours. Ah bah carrément, oui. Et donc du coup, tu Oui. n'as plus ces 14 jours, il est passé. Ouais, en fait, il faut envoyer un mail Et, directement et au donc, contact de l'éditeur. est-ce que au moment où tu as la surprise des frais de port, etc., est-ce que tu as encore réellement le droit de demander l'annulation? Tu vois, ça c'est, je pense que c'est un point, Ouais. un flou Bah, là-dessus. en théorie, la transparence des éditeurs sur KS aujourd'hui fait que tu sais d'avance le prix que tu vas Hmm. payer de frais de port. Par contre, il est stipulé certainement que les frais de TVA sont calculés au PM. Là, Hmm. il t'appartient de le faire parce qu'ils ne s'amusent pas à faire la TVA pour chaque Ouais, pays. ouais. Donc, Oui, le bah oui. seul endroit où tu peux être surpris, c'est sur le coût de la TVA. Bah pourtant les Et gens ont donc, bien c'est été à toi d'y surpris. penser, en fait. Avec Simon, les gens étaient plus que surpris. Mais ça devait être inscrit dans le truc de Ouais, je livraison sais en pas bas, si hein. c'était marqué à ce C'était point-là. pas aussi cher que ça pour moi, les frais de Ah, port. et ça veut dire qu'ils ont changé les frais de port après. Alors ça, Bah par Ouais. contre, attends, c'est tu sais, abusé. on Bah, peut de savoir toute ça façon, assez facilement. Hein. c'est. Oui, bah, ils ont pu changer la page aussi entre temps. Mais de toute façon, en général, sur les pages, c'est marqué prix approximatif, tu vois. Ils se Oui, couvrent bien aussi sûr, comme ça. bien Hein. sûr. Ouais, parce que ça peut évoluer. C'est Ça vrai qu'ils peut. peuvent pas Voilà. assumer les Bah, changements de prix de transport. surtout quand tu lances un. Enfin, là, c'est pas le cas, mais quand certains éditeurs qui te lancent un pledge manager 4 mois ou 6 mois après, euh, bah, du coup, forcément, les prix ont pu évoluer en 6 mois. Alors du coup, le temps de jouer à la différence, et Fred nous a posé une question intéressante un peu, qui nous demande si on pense que s'il est possible de sortir que tous les jeux peuvent sortir en boutique sans passer par une plateforme participative. Ouais, j'ai vu la question. À titre personnel, je pense que oui. Et alors attention, tout jeu peut sortir sur un circuit boutique classique du moment qu'il est réfléchi pour y aller. À Oui, comprendre, bah oui. tu proposes un Nastir, tu ne peux pas le mettre en boutique en l'état. Un jeu avec autant de figurines, un système d'aimantation qui fait monter le prix à l'unité de chaque boîte au niveau de ton usine en Chine, ça fait que ton jeu, comme je disais, avec le ratio des marges, tu vas peut-être le payer, allez, 50, tu vas le vendre 100, et le boutiquier va te le vendre 200. Personne ne va acheter ce jeu à 200 balles, c'est impossible. Mm. Ou alors 3 collectionneurs. Donc, si tu veux mettre des jeux en boutique, tu peux. Par contre, il faut laisser tomber le kilo plastique, la débauche de matériel, la deluxification, tous ces petits détails qui font que le prix unitaire de ton jeu il monte. Donc, faut accepter que t'aies pas un linen finish sur tes cartes. Faut accepter que t'aies pas une dorure sur la boîte, ou que ta boîte n'ait pas d'illustration à l'intérieur, que t'aies moins de figurines, ou que t'aies plusieurs modèles identiques. Donc, tous les jeux peuvent aller en boutique. C'est ce qu'ils faisaient avant Kickstarter d'ailleurs, hein. Ils Mm. sortaient en boutique. C'est juste que l'offre que permet Kickstarter, cette débauche, tu ne peux pas l'introduire en boutique, ça ne marchera jamais, en termes de coûts et de tarifs. Tu vois, là, je suis sur la page là, du reprint de The Great Wall, qui a été un reprint assez mitigé. Enfin, d'apparence, comme ça, ils font un bon score, mais moi, je trouve que c'est quand même assez mitigé. Puisqu'ils ont fait. Ils ont 6700 backers, ils ont fait 790 000 euros. Ça, c'est Donc, la deuxième campagne, ouais. ouais, c'est le reprint. Donc, en gros, si tu pars du principe, enfin, tu fais un simple divisé par le nombre de backers, ils ont pile poil le montant du pledge de base à 116 euros par backer. Donc, on sait très bien qu'il y en a plein qui n'ont pas pris que le pledge de base. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ont dû faire comme moi ce que j'ai fait, qui ont pris genre juste La donne. la donne qui était soit un donne qui te manquait parce que tu n'avais pas fait la première fois, soit Mhm. moi j'ai juste pris en gros la mise à jour des règles et des cartes, la V2 quoi, en fait, quoi, Ouais, d'accord. à 3 ou 4 euros. Mm. Euh, donc tu vois, c'est du coup, c'est C'est un peu biaisé. C'est ouais, pas. et quand tu arrives à une moyenne pile poil à 116 euros sur ton nombre de backers, c'est que ils s'en sortent limite, je pense. Ouais. Et donc là, on voit très bien donc en gros donc le
pledge de base avec la boîte de stretch goal est à 116 euros. Sachant que si tu dis pas de bêtises, c'est genre 15 ou 20 balles de plus que ce que c'était là sur le premier KS, avec un élément de jeu que tu n'as pas par défaut qui t'était offert sur le premier KS. Et il te marque en retail le prix conseillé en gros, parce qu'ils peuvent pas obliger les boutiques, hein, mais voilà, tournera autour de 138 euros. Donc là, ça veut dire que sur ton prix boutique déjà, et 70 euros pour la boîte de stretch goal. Donc tu arrives à 208 euros, là où tu en payes que 116 sur Kickstarter. Ouais, Tu gagnes c'est quasiment massif. 100 euros, tu doubles quasiment le prix par rapport à Kickstarter. Ouais. Ça, je pense que Sans sur bonus. Weekend, sur leur campagne, tu peux pas renier ce côté où tu, entre guillemets, gagnes de l'argent par rapport au prix Mm, boutique. De toute façon, tu vas sur Nemesis, hein, comment il est maintenant par rapport à comment il était sur sa campagne. voilà. Donc, bah non, mais enfin, du coup, ça reflète exactement ce que tu disais avec le fait que, par le fait du biais du jeu des marges, bah, c'est des jeux Mm. qui peuvent pas se retrouver aux boutiques. Et c'est pour ça aussi, quand tout à l'heure on disait, est-ce qu'on va pas revenir à un système où qui était un peu l'origine de Kickstarter, à se dire, c'est pour les primo-éditeurs, les petits nouveaux qui lancent leurs petits projets, etc., qui se lancent dans le monde du jeu de société ou autre, enfin, quel que soit le Kickstarter. Euh, Bah, c'est vrai, mais enfin, c'est peut-être une dérive, mais ça a aussi permis d'avoir des gros projets Kilo Plastique ou autres, qui sont des trucs qui ne peuvent pas sortir en boutique. Parce que ça, Nemesis le premier, et pourtant il est sorti en l'état après. oui, bah ils ont, Nemesis, Zombicide, pardon. Mais ouais, enfin, en l'état, pas tout à fait en Ouais, il a l'état, mis hein. longtemps, il y avait beaucoup moins Et de c'est figurines. sorti en beaucoup moins, et c'est sorti en beaucoup plus de packs aussi. Enfin, et au final, Ouais, je pense que tu en as pour bien plus cher que ceux qui ont pris le Kickstarter. Et c'est c'est pareil, sûr et certain. pour moi, l'un des vrais gros jeux qui avait fait une petite révolution, c'était Gloomhaven. Gloomhaven, ouais, Oui, carrément. pareil, qui a fait un truc massif. Et qui je ne sais pas comment ils ont fait pour sortir en prix boutique quasiment au même prix que le Kickstarter, enfin, voire moins cher avec les frais quand tu ajoutes les frais de port et Je la TVA, pense que l'économie d'échelle et l'assurance de vendre fait que mais tu peux te le ouais, permettre. voilà, Mm. eux je pense qu'ils ont beaucoup joué sur la grosse économie d'échelle sûrement, mais voilà. Ça a été un peu la grosse surprise. Mais bon, c'est pareil, The Great Wall, ça arrive en boutique, mais du coup avec des prix a priori qui vont être un peu exorbitants, je sais pas comment ils vont faire pour le On vendre. était à combien? C'était 90 euros, The Great Wall? The Great Wall, si je retourne sur la page de base, euh, Là, je veux dire en boutique. là le prix en boutique? Ouais. Bah là, je te dis, The Great Wall, a priori, ça sera 140 euros. La boîte sans les stretch goals. Là où tu payes 116 avec les stretch goals. Ah non, c'est pas possible, ça. Je te dis, l'équivalent des 116 en boutique serait à Ah 208 oui, euros. d'accord, en équivalent. Non, moi je regardais en prix d'entrée de la boîte de base, qui du coup est sur le Meeple Orange, par exemple, la boîte de base c'est 80 euros. Donc, Sur la Meeple Orange. C'est une boutique, c'est ça? ouais, pour ne pas citer son nom à l'antenne. Euh, Du coup, ouais, ça Ouais, fait mais, 80 balles, donc ta boîte de base, elle est ouais, mais quand même. c'est la boîte de base figurine ou la boîte de base Meeple? Je pense que c'est figurine. Parce que là, du coup, maintenant, c'est plus J'espère. que, maintenant, ce n'est plus que figurine. Là où dans le premier KS, t'avais aussi les Meeple. Ouais. Ouais, je pense que c'est la figurine. Je vais pas regarder en détail. Ouais, Tu voilà, chez regarderas. Philippe, exactement. Bah, chez Jean-Philippe Orange. Ah, ok, c'était Du pour coup, j'ai Philibert que tu retrouvé là disais pour ça. la douille des frais de port de Marvel Zombie. Hmm. Donc sur la page du KS, du coup, moi j'étais parti sur le pledge simple, j'ai pris juste un add-on, tu vois là. Donc même pas le Resistance Pledge, vous avez les deux boîtes de base entre guillemets. Parce que même si tu compares les deux boîtes de base, les frais de port en une vague, ils te disaient c'est entre 16 et 32 $. Ouais. Et là, tu vas, on te dit les frais de port en une vague, c'est 59 $. Hmm. C'est quasiment le double ce qu'ils disaient le plus. Et après ça, tu Paye rajoutes double pour encore le recevoir 47 plus $ tard. de TVA. Ouais, c'est dur. Donc là, C'est tu vois, rude. sans rien prendre, j'ai déjà lâché Hmm. 180 $ sur KS. Il me demande Ouais. 107 $ pour recevoir Ah, le jeu en une seule vague. alors, a priori, ton Moi, c'est 4... un truc qui est. Ouais. Là, franchement, je suis grave Ah, dégoûté, c'est quoi. la version Meeple, A mon priori, Dieu. c'est la version Meeple, tu vois, Oh 80 my euros. god. Voilà. Je suis effaré. Tu vois, bah, je me serais trompé, je suis effaré de voir ça. Après, il faudrait vérifier dans le détail, hein, mais vu qu'ils ont mis l'image avec des Meeple, j'ose penser que c'est la version Meeple. Si je ne m'abuse, des gros jeux de pose d'ouvrier à Meeple, quand c'est des trucs un peu conséquents, on est dans ces prix-là, mais Voilà.
Non, mais bon, du coup, enfin, ça me paraissait bizarre parce que même si sur le reprint, ils ont augmenté les prix et donc c'est va être plus cher même en boutique que le primo tirage que t'as là, ça me paraissait quand même bas, entre guillemets. Bah, alors pour répondre à Aldir Crow, c'est exactement ce que disait, Al Pacino, qui vient d'un commentaire de Fred Henry, comme quoi un reprint, c'est hyper rentable si tu vends Mhm. bien, parce que tes moules existent déjà, Mm. tes couteaux, pour les punchboards existent déjà, donc en fait, tu ne fais que payer la main-d'œuvre, et les ressources de l'entreprise, de l'usine. Mais tout ce qui est développement spécifique, bah, en fait, tu l'as déjà payé avant, donc c'est hyper rentable un reprint, hein. Mais il y a beaucoup de. Et c'est aussi pour ça que tu as une augmentation aussi sur le Le reprint, hein, prix de prix. C'est qu'en fait, il y en a beaucoup sur le primo KS. En fait, ils se mettent une marge nulle, ou presque, mmh, pour le motiver, ouais. pour motiver l'achat. Et ils se rattrapent sur le reprint, donc bah, justement c'est là où ils vont marger, parce que ils ont tous ces coûts en moins. Et en plus de ça, souvent bah, ils augmentent un petit peu le tarif pour marger un peu plus encore. Et donc en fait, c'est sur un reprint où souvent ils se font réellement de l'argent. Après, Mmh normalement, mh. les reprints, ça devrait pas exister sur Kickstarter. Alors sur En toute Kickstarter, logique, non. alors si, en Non. fait Quand tu fais des oui, campagnes, c'est des nouvelles campagnes. oui, Donc en fait, oui, après, tu peux évidemment réimprimer, etc., ce qu'il y avait d'avant, mais il faut qu'il y ait des choses en plus de proposer. oui, Pour bah, ça, une nouvelle souvent ils campagne. sortent une extension en plus quand ils font un reprint, tu vois. Voilà, c'est ça. Après, la subtilité là, c'est pour The Recall, c'est que le reprint il est sur GameFund. Et je sais pas si Ah, par GameFund. contre, oui, Bon, ça, bah là, ça ils joue font ce qu'ils beaucoup, veulent, là, du ça. coup. Alors Bah, déjà c'est En chez plus, eux, c'est leur plateforme. oui, c'est chez eux. de une, c'est leur Ah, c'est plateforme. tout bénef. De deux, c'est le Ritual, c'est le primo qui est sur GameFool, puisque le premier était sur la plateforme Kickstarter. Ouais. Et de trois, je ne suis pas certain qu'ils appliquent cette politique sur Oui, après, ouais, ce que GameFound. j'allais dire, GameFoon, je sais pas si c'est ça la politique. Moi, j'étais juste sur le côté Kickstarter pour ça. Mais là, ça s'occupe pas. Enfin, ça compte même pas parce que c'est le premier pour eux sur GameFoon et puis c'est leur plateforme. Je suis pas. Ouais, il y a Fred qui disait au moment où Anastir sera livré, les frais de port seront venus à la normale. Je suis pas certain que ça arrive un jour, ça. Bah, le Je seul te moyen donne que un les frais de port exemple. baissent, c'est que la production se rapproche. Je vois pas comment faire autrement sinon, hein. Ouais. En fait, je pars du principe qu'on est dans une situation où, alors, peut-être que je prends de l'avance sur des choses que je ne maîtrise pas, mais je pense que la, la guerre actuelle est une opportunité faramineuse d'augmenter les prix partout, en justifiant qu'elle empêche certaines choses, l'approvisionnement, la production et tout. En fait, c'est simple, j'ai vu une réflexion qui m'a beaucoup marqué, mais en effet, depuis toujours, on pensait qu'on produisait tout en Chine. A priori, non, on Non. produit tout en Ukraine, puisque vu que tout augmente partout, en fait. Donc, en fait, tout devrait être made in Ukraine, finalement. Ah, non, C'est une c'est pas. Alors catastrophe. c'est pas tout à fait ça. Alors déjà on va corriger. Il y a beaucoup de choses qui en réalité sont produites en Pologne et pas en Chine. Quand tu as fait que du jeu de cartes, Mm. Plateau et carte, ça C'est va en moins cher Pologne. là-bas, ouais. Ouais. beaucoup privilégié la Pologne parce que, enfin en tout cas pour une livraison européenne, c'est moins cher. Mm, mm. Pour les États-Unis, je suis pas certain que ça soit spécialement moins cher que la Chine, mais en tout cas pour l'Europe, c'est moins cher que la Chine. Donc Mm, mm, mm. c'est privilégié pour les productions européennes quand il n'y a pas de plastique. De figues, ouais, ouais. En gros, à partir du moment où t'as pas de figues, tu peux faire produire n'importe où. S'il y a des figues, c'est forcément en Chine, quoi. Et après, le truc de l'Ukraine, c'est juste que, bah, comme beaucoup de pays, en fait, elle va produire une denrée particulière primaire que tu as besoin pour faire confectionner et qui est expédiée en Chine, entre autres. Et c'est ça qui fait que, bah, du coup, tu fais, bah, ça marche pas à cause de l'Ukraine. Mais c'est pas produit en Ukraine, oui, mais. Oui, mais c'est leur faute quand même. Enfin, partez du principe que de toute façon, quand on passe le cap d'augmenter un prix quelque part, on ne revient jamais en arrière. C'est Alors, catastrophique, mais c'est comme ça, sauf s'il y a un crack. c'est pas tout à fait vrai a priori, puisque justement c'était dans le commentaire de. D'ailleurs, on n'a pas précisé tout à l'heure quand on parlait de Fred Henry. Fred Henry, c'est le patron de Le PDG Monolith. Monolith. Le De monolithe. Monolith, pour ceux qui ne savent pas, parce que nous on en parle comme ça, comme si c'était naturel, mais, mais pas Vous nécessairement. savez, Fred, Fred, l'homme voilà, lisse. c'est ça, qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mais qui souvent n'a pas sa langue dans sa poche et ne parle pas avec de la langue de bois, et donc ça c'est plutôt cool. A dit que donc j'ai plus le montant en tête, mais en gros les prix des conteneurs avaient explosé.
je vais dire une bêtise, jusqu'à 12 000 C'est dollars 17, 20 000, je crois, il avait dit un truc ouais, comme ça. Ouais, 20 c'est 000 17 dollars 000 J'ai essayé de dollars. Ouais. retrouver ce truc-là. le container, et que là, ça s'était stabilisé donc on va dire que c'était monté jusqu'à 20 000 et ça s'est stabilisé à 17 C'est 000. ça. Il y a eu un pic à 20 000, ça s'est stabilisé à 17 000. Exactement, c'est Voilà, ces termes. bah, tu vois. J'aime bien le terme stabilisé à 17 000, Non, elle est alors que ça stabilisée valait à 2 17 000 un 000 container avant. alors que ça valait 9 000 de mémoire. Ouais, c'était Sept- pas très très C'était cher. 7 000 ou 9 000 le container. Un truc comme ça, je crois. Voire peut-être même moins, t'as peut-être raison. Mais enfin voilà, ça a pris un truc. Donc même si ça reste encore prohibitif, entre guillemets, c'est quand même redescendu un petit peu. Donc Ouais, mais voilà. bon, ça reste modéré, quoi. Je Et, pense aussi que le volume fait que les gens mm, payent et donc ils mm. se permettent de baisser un Et, peu. et après, je sais plus avec qui j'en parlais, je me disais que de toute façon, là effectivement, il y a aussi du coup, la Chine qui en a profité pour augmenter assez drastiquement ses coûts de production, de transport, etc. Mais que ils ont aussi un peu atteint une limite aussi. Parce que, alors certes, en gros, du coup, ils ont fait leur augmentation du siècle, machin, mais ils peuvent pas non plus continuer à augmenter, voire être obligés légèrement de réduire, parce que faut qu'ils restent compétitifs et que les gens continuent à aller acheter chez eux. Ouais. Parce que même si on dit ils ont le savoir, par exemple pour tout ce qui est figurines ou autre, si ça devient hors de prix, les gens, le savoir, ils vont commencer à le développer ailleurs où ça coûte moins cher. Alors ça, c'est une question que j'ai posée à Funforge justement, au responsable éditorial. Parce que je lui disais, quoi est-ce qu'il n'y a pas ce cercle vertueux qui se met en place, à savoir, la Chine, c'est trop loin, c'est trop cher, enfin, c'est moins cher, mais au final, avec tout ce que ça représente en coût logistique, ça devient cher. À quel moment on n'a pas intérêt à créer de la demande quelque part pour qu'un savoir se développe et que la demande produise une offre? Genre en Pologne, genre en Ukraine, genre en France, tu vois, c'est aussi bête que ça. Et il me disait, c'est une excellente idée. Le problème, c'est que l'expérience que tu as en Chine, ça va te prendre combien de temps de la développer et de la maîtriser dans le pays où tu veux faire? Et du coup, c'est un pari sur l'avenir. Il faut le prendre. Le problème, c'est que c'est le premier qui va le prendre, qui va se prendre une casserole, mais après, ça va être vertueux pour les autres. Mm. Mm. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait faire, mais qui est malheureusement pas rentable tout de suite. Et aujourd'hui, on veut du rentable vite. Oui, oui, mais ouais, mais bon, enfin, il y a un moment où tu pourras quand même pas, enfin, tu vas être bloqué quand même, hein. Ah Tu peux oui, aller, Phil, oui, tu peux oui, aligner que jusqu'à un certain montant, quoi. Et voilà. Bah, tu vois, on a des exemples aussi dans le chat de primo backers qui ont commencé en 2020, comme je disais pendant le. Il y a Egmoi j'ai fait partie des gens dans le qui ont backé confinement. pour la première fois en 2020. Et sur le peu que j'ai pris, un de mes pledges a déjà un an de retard. Ah oui, alors ça, bah, ça Normal, tu vas, standard. tu vas découvrir qu'en fait, un an de retard, ce n'est pas du retard, c'est standard en fait sur Kickstarter. C'est KS exclusif, ça, le C'est retard. KS exclusif. Ouais. C'est dans le contrat en fait, dans les petites lignes, écrit en blanc sur blanc. C'est pour ça tu t'as pas dû bien le voir, mais c'est en général une bonne année de retard. Sauf de rares éditeurs comme la boîte de jeux, qu'on cite souvent comme exemple, qui livrent limite en avance. Alors, pour répondre à Plusieurs Wag, fois d'avance, ça. qui rebondit sur ce que je viens de dire, certes, le savoir n'existait pas avant qu'on en ait besoin, et toute demande va créer une offre. C'est une évidence. Mais le problème, c'est que on dit, allez, il nous faut un truc français. Il faut une super société d'édition qui fasse du jeu, une usine en France qui produise des trucs. On a un savoir-faire, on a une technique, des moyens, des connaissances. On peut faire quelque chose de ouf. Certes, bon, bah, faisons-le. Mais tu vas payer tes employés plus cher avec toutes les charges sociales qu'il y a derrière. Donc, ça veut dire qu'intrinsèquement, le coût de ton offre, elle va être énorme. Du coup, les gens qui demandent, ils vont dire, bah ok, moi c'est cool que vous fassiez la même chose que les gens de la Chine, sauf que eux ils le font pour 3 fois moins. Donc, tu tues ta demande, tu tues ton offre locale. Mais, mais je suis d'accord avec toi qu'il faudrait que tout soit localisé. C'est cette histoire de retour à la souveraineté. Il faudrait en effet qu'on arrête de délocaliser le travail que l'on est capable de faire. Par Mm. contre, il faudrait faire en sorte de pouvoir le rendre compétitif avec la concurrence, ou alors de clairement bloquer les échanges, quoi. Mais à ce moment-là, on rentre dans une espèce de pays hyper austère, fermé sur lui-même, où il n'y a plus d'échanges, et donc ça peut entraîner des problèmes diplomatiques et commerciaux.
Juste, j'avais pas fait attention. Merci Mad Max pour les beats. J'avais pas du tout fait gaffe que. Ouais, je l'ai remercié tout à l'heure. On a eu Et au 4 moins Ah une ok, vidéo, cheers. ça déjà. j'ai pas fait Ouais, gaffe. Ok. ouais, Bah ouais. désolé, j'ai pas suivi. C'était sur le live d'avant, Kyo. J'étais sur, j'étais sur autre chose. Et, Ah, il y a et Alpino qui nous Agustay qui dit, avait lancé un applaudissement. Désolé, les alertes sonores ont été mises en place récemment et on n'a pas eu le c'est en temps phase de de, test. ouais, C'est de, une honte. de C'est en phase de configurer. test. Je, Du coup, il y a je... Alors, Poutino aussi qui nous j'applaudis dit, pour depuis lui. tout à l'heure, on parle Voilà. beaucoup des éditeurs, etc. Mais il dit à Poutino, est-ce que c'est pas plutôt Kickstarter qu'il faudrait blâmer, qui laisse faire, par exemple, des mauvais comportements comme ceux de Simone? Hmm. J'ai envie de dire quelque part si, parce qu'au final, ils respectent pas leur charte, etc. Mais pourquoi Kickstarter irait dire à Simone, ce que vous faites, ça va pas, quand tu penses que leur dernier KS, ils ont fait 9 millions, que s'ils prennent 5%, bah, c'est 450 000 $ pour eux, Ouais. quoi. Alors, permettez-moi juste de regarder Kickstarter, clique sur Simone, 50 projets créés, 61 projets soutenus. Ah oui. Donc, ils ont créé 50 projets. Je ne sais pas quelle est la moyenne de leur fonds sur chaque projet, mais tu multiplies par Si tu dis sur le 5% et dernier, tu ils vois ont que fait 9 c'est millions. eux, ils ont un poids dans Ça. l'existence de KS qui est juste pas négligeable. C'est comme si Hmm. c'était un énorme actionnaire, en fait. Ah ouais, ouais. Parce que Ah, Kmon ne fait pas de campagne sur GameFound, par exemple. hmm. Non. Pour Donc, l'instant. tout ce qu'ils font, c'est full KS, et donc KS se graisse sur le dos de Kmon, en Bah fait. et alors je suis pas certain que ça soit le cas cette année vu ce que est en train de montrer Kickstarter, mais même avant le Covid en 2019, euh, 50% du chiffre d'affaires de Kickstarter c'était du jeu de plateau et du jeu vidéo. Et dans ces 50%, grande majorité c'était le jeu de plateau. Donc en Ouais. fait le chiffre d'affaires majoritaire de Kickstarter, c'était les Kickstarter de jeux de plateau. Donc quelqu'un comme Simon, oui, bah, bien sûr que, enfin pour eux, je dis, c'est quelqu'un qui fait à part entière gagner, fait vivre Kickstarter, quoi. Clairement. Donc je pense Voilà. qu'ils iront jamais leur chercher des problèmes, quoi. Et il y a Puccino aussi qui disait, est-ce que Anastir n'a pas subi le contre-coup du Pledge Manager de Call Me or Not? Alors c'est possible, même si ça me paraîtrait quand même assez gros. Par contre, ça me fait penser que c'était un truc que je pense que c'est, enfin, en tout cas, moi, j'avais pas souvenir d'avoir déjà vu ça. Pour la campagne d'Anastir, Cool Mini Note a fait un post pour faire la pub du projet de Anastir. Hein? Oui, Ouais, oui. Ah oui, oui, c'est vrai, ils ont fait ils un ont, petit message pour ils ont les aider, ouais. soutenu. Et, C'est vrai. c'est assez rare de voir ça pour le noter. Comme Ouais, c'est classe. quoi, enfin voilà. Mm. Et comme quoi aussi, c'est un peu une preuve que même eux se rendent compte que peut-être, je pense aussi que sur Kickstarter, ça fonctionne un peu moins bien qu'avant et que ils se disent que bah, ils doivent aussi un peu se serrer les coudes entre eux. Peut-être. Euh, Mais un, après, c'est un- pas faux. Je pense qu'il y a peut-être le contre-coup parce que tu te dis là, Anastir, les frais de port, tu annonces 37 $ pour l'Europe. Et en plus, tu vas aussi sortir la TVA Page Manager, alors qu'avant, je crois que tu n'avais pas forcément de TVA Page Manager pour Mythic. Donc ouais, je pense que tu dis, on passe sur des frais de port qui ont bien augmenté. Si c'est pour ça double encore au Page Manager, ça peut là vraiment freiner les gens. Mm. Puis le ticket à l'entrée, c'est déjà 130 balles minimum, Ouais, quoi. ouais. Bah tu vois, c'est ce que dit Aldir Cro. J'ai pas baqué un Astir à cause des frais de port et de la TVA et de la place Ah que oui. j'ai plus chez moi. Et Donc t'as bien voilà, fait, tu le retrouveras sur Ocaseo dans quelques semaines. et, quelques Dans semaines, quelques quelques mois, années. dans quelques Quelques années années. et à 3 fois le prix. Ah, Je pense que tu seras ah. gagnant. Mais du coup, je voulais dire autre chose, j'ai oublié. Ah oui, parce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé sur Kickstarter. Attends, c'est pas grave. Vas-y, continuez, ça va me revenir. Ouais, je regarde ce que dit Monsieur Quetzalcoatl. Bah, il y a Dirko Anastir justement qui calé dit que entre l'ajout de la Marvel. TVA, ça freine maintenant. Ouais, non, mais bien sûr, hein, la TVA, c'est un gros frein. En fait, c'était bien. On allait sur caisse, pourquoi? On avait des jeux, on payait pas la TVA. Les frais de port, c'était correct. Il y avait plein de contenus exclusifs et très Ah, souvent, on payait moins cher que le jeu en boutique, même si c'était pas dans sa langue. mm, Aujourd'hui, on a juste le caisse exclusif, c'est tout. Les frais de Mhm. port sont atroces, on repaye une TVA qui est odieuse et en plus, le jeu vaut de plus en plus cher. Bon, bah, au final, mm. Ah, boutique. C'est ça. ouais, je pense qu'il T'as y a pas un point aussi qu'on n'a pas abordé et qui peut-être aussi peut être une cause aussi du fait que Kickstarter, on a l'impression que ça fonctionne moins bien, mais qu'en fait ça fonctionne entre guillemets toujours aussi bien. C'est que avant on avait un projet qui se lançait, on en avait un suivant 1 ou 2 mois après, et en fait limite ils se chevauchaient pas les projets.
Maintenant, tu arrives à des périodes où tu as 4, 5, 6 projets, gros Ouais, projets, en plus des tout petits qu'on voit pas forcément, hein, parce que bon, bien sûr, il y en a toujours qui se chevauchent, hein, mais de gros projets qui se chevauchent ah, mais ça m'étonne et pas. qui apportent une limite aussi. Enfin, tu vois, là, genre, t'avais The Dark Water, t'avais Sleeping God, t'avais The Great Wall et t'avais Anastir. Far Sur, Cry C'est Beyond, qui c'est était juste exactement ce que dit Monsieur avant. Quetzalcoatl, là, qui dit qu'Anastir, il est arrivé entre le Pledge Manager de Marvel Zombie et Gotham Chronicles qui arrive bientôt. Bah, tu fais oui, la passe, tu vas même pas voir. et en plus avec les Pledge Managers, tu vois, sans compte, mais même sans C'est compter ça. les Pledge Managers, rien qu'en Mm. campagne active, euh, c'est impossible d'aller partout. Enfin, t'es Oui, obligé de faire des bien sûr. choix. Typiquement, Donc, je pense que c'est quand, aussi quand il y a eu Malia, j'avais connaissance d'Anastir. mm, Et je savais qu'il y avait d'autres jeux sur lesquels j'ai $1 et qui attendent éventuellement que je convertisse. Bah, le fait d'avoir pledgé Malia, ça fait que voilà, j'ai fait un choix et je pense que tant pis, les autres jeux, je les verrai pas. Ça me fout les boules, j'y jouerai peut-être chez des copains ou un jour peut-être je les aurai d'occasion. Mais je pense qu'à un moment, il faut savoir se rationner et rationaliser un peu ses dépenses et dire bah je peux pas lâcher 140 dès qu'il y a un jeu parce qu'il a l'air cool. Et puis je le vois bien, enfin j'ai combien de jeux qui sont encore untouched à la maison, enfin c'est pas possible. Pas possible, il faut bien trouver le temps d'y jouer et pas que les baquets. Alors certes, on a 2 ans avant qu'ils arrivent, donc ça laisse 2 ans d'opportunité pour écumer un peu la pile de la honte, ce qu'on ne fait jamais. Mais bon, faut savoir dire stop et faut savoir bien choisir. Alors là où ce serait bien, c'est qu'on a un programme sur l'année, comme ça on sait d'avance là où on va aller et éventuellement on se laisse aller vers une surprise. Je vois Uprising qui sort. Pareil, moi quand j'entends Uprising, c'est trop bien, nana. Bah oui, ça a l'air cool, j'ai envie d'y aller, c'est un reprint en plus et tout, bah je peux pas, ça fait trop. À un moment, faut pas. j'ai pas vu le commentaire de Wag. L'outil de calcul de caisse, en fait, c'est l'IA de super calcul projectif de la saison 3 de Westworld. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit bien? Ouais, j'essaie de rattraper un peu mon retard. Alors, on nous parle de la... Ouais, Bakou qui nous dit que ce qui est bien chez Anastir, c'est la direction artistique de Paolo Parente. Faut voir, moi j'ai pas trop aimé ce qu'il avait fait sur Zombicide et en général j'aime pas trop son boulot, je suis plus team Nayad et team Dutray. Le gameplay bateau, Ouais. le jonglage de figues et puis effectivement les frais de port ça freine grave, ouais. Bah ça Ouais, c'est libre à l'interprétation de chacun, mais pour ce qui est de frais de port et TVA, de toute façon, aujourd'hui, maintenant on en a conscience, on est dans le frais de l'actu, si on va sur KS, il y a une quenelle quelque part, faut mm. juste être prêt à la recevoir. Après, je pense que c'est pas tant l'univers du jeu que je pense le gameplay qui est un peu un pari de faire ce style de gameplay sur le jeu pour un Astir et qui est peut-être un pari qui a pas payé. Bah ça j'en ai parlé à Léo. Ou je sais plus si c'était à Léo, mais en tout cas, j'en ai parlé à quelqu'un de chez eux, je lui ai dit: «Mais quelle idée de partir sur du médiéval barbaric fantasy quand c'est un jeu qui ne marche que c'est un thème qui ne marche plus?» Conan, ça s'éclate, et pourtant c'est ce qui porte le barbaric fantasy. Maintenant, on part plutôt sur de l'espace, on a l'air de revenir un petit peu sur du vampire, de l'obscur. Heu, Pourquoi aller là-dessus, en fait? Pour moi, c'est pas un bon choix. Ils auraient pu transformer Anastir en Anas SF et tu montes sur des bécanes et des vaisseaux spatiaux et tu mets ton héros dedans, tu peux le faire comme ça aussi, tu vois? Mm. Donc je pense que enfin pour moi, c'est un choix de direction artistique qui met des bâtons dans les roues au jeu. De même Au même titre que Funforge quand il a fait son Far Cry Beyond et qu'il a choisi ce thème, DA, années 80, Mm. full Ouais, néon et tout, électro. bah, pourquoi? Déjà, ils voulaient une expérience inédite et en plus, ils prennent des codes graphiques qui rappellent Blood Dragon, ça pose problème, sans que ça n'ait aucun lien avec Blood Dragon et puis en plus, bah, pourquoi Bah, ce parce thème? que C'est bizarre, tu vois? Bah, peut-être parce que ça a un côté un peu steampunk et Ouais, qu'ils bah, se faut y aller à fond. Dans ce cas, tu fais du et qu'ils se sont du dit que steampunk de vrai. c'est un thème qui est pas qui est un peu sous-exploité et qui a du potentiel aussi, tu vois. Mais L'histoire nous a prouvé que non, en tout cas, mais bah c'est vrai sur que celui-là, ouais. au moment de choisir, c'est toujours dur de se dire dans quelle direction artistique va-t-on. Nickel qui dit qu'Anastir c'est pas Medfan, c'est Tribal. Oui, pardon, c'est vrai. C'est vrai que c'est tribal. Et il y a le Dirko du coup aussi qui dit, alors, tout ce que augmentation de prix, dit, avec Anastir, c'est écrit $130. Mais quand tu arrives au Pledge Manager, avec les frais de port et TVA, combien tu payes? Et tu vois, ça fait, bah, c'est simple, hein, 100 tu fais 130, 180 tu 160 rajoutes 180. $37 de frais de port,
et du coup, tu multiplies par 1,20, enfin les 20%, Non, non, et t'es à sur les, 200 non, dollars. non, non, les 1,20, c'est pas sur les frais de port, c'est avant frais de port. Ici, Ah mais non, non, non. Bah non, tu payes pas la TVA sur les frais de port. tu payes TVA sur les frais de port. En tout cas, chez Marvel, tu les payes. Hein. Bah, c'est pas normal. Tu payes la TVA Non, sur les non, frais de non, port. Hein. normalement, tu payes pas la TVA sur tes frais de port. Ah, à Je suis- partir du moment où Pourquoi tu payes la l'employé... TVA? En fait, tu les payes pas théoriquement sur la partie cargo. Parce que ça, c'est hors Europe, c'est hors ton Voilà, pays. c'est ça. Par contre, Mais le si, tu dernier payes quand même. kilomètre, quand on te dit que ton frais de port à la fin, c'est 25-35, c'est TVA inclus parce que c'est fait en Ouais, partenariat avec Meeple c'est ça. Logistique, avec la Ouais, Poste, avec tout mais ta ça. TVA, elle est déjà inclue dans ton prix de frais de port, Ouais, elle est normalement. incluse dans le frais de port qui est inscrit dans Tu ton frais de port. recalcules pas tes 20% sur les frais de port. Non, non, Normalement. non, c'est Normalement. Pourtant, c'est c'est ça. Hein. 20% sur Sur le... le prix du Ouais, jeu, bah oui, c'est clairement. ça, hein. Ah oui, Mais oui. c'est pas comme ça qu'ils font leur calcul. Parce que sinon, C'est ça ça le veut dire que problème. tu as une double TVA pour un même Bah service. ouais, Donc ouais, ouais. c'est malhonnête dans ce cas-là. Ouais, va dire ça à Simone. Moi, c'est simple, à Simone, je ne pledge plus rien chez eux. Donc, Ah, bah là, comme c'est ça, fini, voilà, j'ai. laisse tomber. Hein. En fait, là, je crois, pour leur truc, je vais prendre que des extensions Vague 2 et j'achèterai le jeu de base en boutique. Ou alors, Voilà. il faut avoir beaucoup d'argent, en acheter deux, en revendre un. Ça fait que l'autre est gratuit. Ah ouais, j'ai deux gosses. Je Ouais, vais peut-être en tu le vendre les vends le deux dans double ces cas-là et c'est gratuit. pour avoir les fonds. Alors, Ouais, mais je confirme ce que dit Aldirco. Hein, tu payes la TVA sur les frais de port. Hein. ouais, alors ça, c'est parce qu'il doit y avoir une espèce de l'outil n'est pas optimisé et Hum. personne ne s'y intéresse et personne n'essaye Ouais, de le normalement, modifier. ouais, enfin, j'ai jamais fait attention, mais normalement, t'es pas censé payer la TVA sur cette partie de frais de port. C'est un petit peu cheat, selon moi, ça. Ouais. Ouais, c'est vrai, comme dit Ted de Slip, en fait, le truc maintenant, pour ça trouver de moins cher, quand même, toute cette histoire-là, c'est Le les pledge pledges groupé? groupés. Heureusement qu'il y a C'est... ça. Ouais. Mais alors, j'en Ouais, ai mais suivi tu un vois, sur Marvel et je crois qu'en fait, tu économises sur les frais de port. Oui, c'est ça, tu payes plus que Mais ça. c'est genre sur 98 balles, t'en payes 54, un truc comme ça. Enfin, j'ai plus les bah, c'est pas chiffres mal déjà, exactement en hein. tête, mais c'est presque la moitié à partir de 2 ou 3 pledges. Donc ça commence à faire des économies correctes. Par contre, sur le prix des jeux, ça n'impacte pas. Et Non, là, sur ça la change pas. TVA, ça n'impacte pas. C'est Mais que sur le frais de port. ouais, mais après, tu vois, les plages groupées, entre guillemets, c'est facile quand tu habites en région parisienne parce qu'il y a beaucoup de monde et que tu peux te retrouver facilement. Ouais, sur les grandes villes, ouais. Sorti des grandes villes ou de la région parisienne, c'est compliqué, hein. Mm, mm. Ouais, mais pour ça, bah là, je reconnais que Quad, c'est une de ses forces. Ils sont très très puissants sur tout ce qui est pledge groupé. Il y a des gens qui sont c'est presque leur métier tellement ils en font. Mm. Euh, mais Ouais, enfin, c'est un tous les moyen pour eux éditeurs d'avoir des n'aiment plages gratuites, ça. peut-être ça ne me regarde pas, mais il y a beaucoup de gens enfin, beaucoup d'éditeurs n'aiment plus trop faire ça parce que c'est une galère logistique monstre en fait. Et puis c'est toujours dur de justifier que tu arrives à faire baisser le prix. De certains pledges. Et donc, à un niveau équivalent, deux personnes auront un même jeu à prix différent. C'est pas toujours facile Mm. à gérer ça. Bah, ou sinon, Et tu comme fais dit comme la Bucko boîte aussi, de jeu. ouais, exactement. C'est la boîte de jeu, c'est tu vas pas payer les frais de port parce qu'en gros, ça passe pas de libre distributeur, etc. Ou alors, t'as Baku qui dit Lucky Duck utilise Too Many Bones, etc. Tu payes la moitié du jeu sur la campagne et l'autre moitié, tu paieras ta boutique. Je sais plus si j'avais fait ça ou si non, je crois que j'ai tout payé. C'était en 4 fois aussi, non? Il y avait Non, c'était en 2 fois, c'était que en 2 fois? il me Ouais. semble. La moitié sur Game on Tabletop et l'autre moitié à ta boutique. Ah. Ça, Ah, c'est donc quelque chose qui pourrait être effectivement un faut que peu je plus bien vérifie peut-être. si je vais devoir parce que si j'arrive un jour et que le mec me Tu dit au viens fait tu me récupérer. dois ah bon? Ah bon? Bah, ok, j'ai oublié, excuse-moi. Non, faut que je revérifie quand même. Bon, après, ils avaient proposé un truc payé en 4 fois, je me souviens sans frais. Je sais plus ce que c'était comme jeu, mais j'en ai profité, c'était une super opportunité. Je crois que c'était peut-être tout TMB d'ailleurs, parce que c'était assez cher. Ou un jeu avant. Sur un chat. Ouais, ça, c'est pas normal que tu payes 2 fois une TVA sur un même service, hein. Mm. Donc ouais, les pledges groupés, si vous pouvez en trouver, c'est vraiment bien. Il y a une personnalité qui s'appelle Kakita Ben qui en fait très très souvent et sur Awaken puisqu'il est en excellent terme avec eux depuis de nombreuses années. Et bah moi, mon Tainted Grail, je l'ai pris par lui, j'ai payé beaucoup moins cher. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ça te permet de te faire un petit extra avec un truc que tu n'aurais pas pris avant, Playmat, un add-on, un truc comme ça. Ah oui, alors ça aussi, les pledges livrés en boutique, où tu ne payes pas du coup le pledge. Enfin, tu ne payes pas les frais de livraison.
Là, Ouais, je me c'est disais que la hyper boîte de jeu, par intéressant exemple. et beaucoup d'éditeurs devraient s'y mettre. C'est un peu plus de galère parce qu'il faut centraliser. Déjà, tu centralises tout sur un hub et après, il faut en plus que tu centralises le hub avec tes 5, 10, 20 boutiques partenaires. Mais en termes d'économie, c'est plus que substantiel. Donc ça, Mm. dès que c'est possible, faut le faire, c'est vraiment hyper intéressant. Après, c'est possible seulement pour les jeux qui ont une vie en boutique, en fait. Parce qu'il faut Bah que la oui, parce boutique, voilà, je que veux bien faire ça, mais je m'engage à en prendre tant, sinon c'est pas viable pour l'éditeur non plus. il y a aussi le fait que chaque visite en boutique est un achat potentiel et donc les boutiquiers le voient comme Ah, mais clairement, une force d'intention pour aller chez eux. clairement, c'est pour ça, moi je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça. Mais tu peux pas faire ça pour les jeux qui sortiront jamais en boutique. Oui, c'est Ouais, compliqué. bien sûr. Autorisé. Je suppose que c'est quand le transporteur part de... Putain, mais donc c'est surtout Bones qui propose ça. Attends, vous me faites flipper, il va falloir que je regarde hein, si j'ai fait l'un ou l'autre des techniques, je sais plus. Ça me stresse là. Je vais penser qu'à ça. Il y a quand même KS qui demande une rallonge pour les frais de port. Flyos va demander une rallonge pour Vampire Chapters. Ah ouais, ils vont faire ça pour Chapters? Ouais, Oh, c'est un extra c'est quand un même gros très paquet, flippant. ça me choquerait pas. Surtout que en fait, j'étais persuadé que les livraisons avaient commencé pour Chapters. Ah non, c'est fin d'année de Chapters. On n'y est pas encore. Ça, Du c'en est moins, un. Ouais, ça, c'en est un où j'ai la beaucoup hésité. distribution française par Funforge arrivera en fin d'année. Merci dans la boîte pour le follow. Et bienvenue à toi. Hey, une Hey, explosion de merci. smile, Ouais. merci. Ouais, Chapters, c'en est un que j'ai vraiment hésité à pledge. Mais c'était un moment où j'avais pas mal de caisses en cours et du coup, Ouais, Chapters, ça a l'air très très cool. on essaiera de se le procurer quand Euh, même pour vous en parler. je regarde là, donc les caisses qui demandent des rallonges de FDP, j'en ai vu quelques-uns. Il y en a eu, ouais. Eutia, Dio Games ont demandé pour la première fois, c'était 15 $ et je les ai payés sans problème. Golden Bell Studio a pris en otage mon jeu avec Unbroken et a demandé 5 $. Je ne les ai jamais envoyés. Ah, une C'est une broken, ouais. question de principe. Tu l'as Et pas du récupéré coup... à Cannes au final? Non, non, parce qu'après j'ai envoyé un mail incendiaire à l'auteur et il me l'a envoyé. Ah, je crois que Mathieu l'a récupéré à Cannes sans payer aussi. Ouais, bah je lui avais dit, il faut qu'il aille le Ah, mais combien récupérer de temps là-bas. plus tard, par contre, hein? Faut Ouais, bah enfin ça, réussir à l'avoir. 5 ans. 5 ans C'est plus fou, tard, hein? tranquillement. Et dire que j'avais failli le faire. Mais après, le jeu est très bien, hein. Moi, je Et me il suis avait l'air beaucoup bien, ouais. amusé dessus. Mais c'est vrai que Golden Bell Studio, c'est un peu foutu de la gueule des gens quand même. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai eu un truc qui m'a donné envie de réagir tout à l'heure. je suis en train de chercher moi dans mon pledge manager si j'en trouve un avec la TVA. Depuis tout à l'heure, tous les pledges que je fais, il n'y en a aucun qui m'affiche la TVA sur les factures. Ah oui, tiens, bah, parce que je vois beaucoup parler de Elle. Et ben, Elle, c'est l'un des rares jeux euh, que j'ai pledgé 1 $, qui m'intéresse, mais genre hyper méga fort. Et je Ouais. n'arrive pas à mettre les sous, en fait. C'est terrible, j'ai peur d'être déçu d'une puissance phénoménale, mais en même temps, il m'intrigue et j'ai vraiment très envie d'y aller. C'est terrible. C'est très dur. Et heureusement qu'ils ont le Let Pledge le plus long de l'histoire du jeu. Ça aide. Peut-être qu'un jour il y aura la conversion, je verrai. Ouais, mais ça, c'est pareil, tu vois, ça, c'est un. Enfin, faire un late pledge aussi long, enfin, du coup, ils vont prendre très Ouais, cher par rapport aux frais de port, quoi. ça n'a plus de sens en fait. Hmm. Ah, là, ils sont morts, hein, juste avec les frais de port, en fait. Bon, bah, sur GamePhone, je ne vois nulle part la TVA. Je ne crois pas que je. Ouais. Ou alors j'ai fait que des projets où la TVA était censée être incluse. Donc je vois la réflexion d'Al Pacino concernant certaines boutiques qui justement n'apprécient pas la pratique de venir récupérer un jeu en boutique, parce que du coup, bah, tu viens chercher un jeu, tu n'achètes pas. Alors ça s'entend, mais commercialement parlant, il faut partir du principe que toute visite dans une boutique, c'est un potentiel achat. Mais imagine, tu viens chercher ton jeu, t'as pas un all-in, bah hop, tu en profites et tu prends un pack de sleeves. Mm. Et puis finalement, il te montre qu'il y a ça qui vient de sortir et tu te dis, ah bah ouais, tiens, je l'aurais bien C'est pris. ça. Et c'est comme ça que ça crée de l'engagement et que tu C'est achètes. peut-être le boutiquier qui a pas fait bien son boulot aussi, tout simplement. Ouais, Hmm. je pense qu'il y Et a de ça, après, il faut pas avoir peur, hein. C'est fait pour vendre. Quand tu vas dans une boutique, ça te crée l'envie d'acheter directement. Tu bien vois sûr. tout, Et des fois, c'est ça permet juste funky. de te faire connaître aussi. C'est les gens qui découvrent des boutiques comme ça. Mais après, entre guillemets, de faire ça, c'est aussi accepter de faire le point mondial relais, hein. C'est aussi le jeu, hein. Yep. Ouais.
Ouais, 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 ouais. Tac. Ok. Et d'ailleurs, les Euh, boutiques Mondial Relais dans ma ville, c'est hmm. catastrophique, mais genre, elles ont toutes fermé. Elles ont toutes arrêté de faire du Mondial Relais. Je suis en PLS pour en envoyer un aujourd'hui. Et puis oui, les boutiquiers, bah, souvent, il y en a qui trouvent que Kickstarter, c'est leur ennemi juré parce que tout jeu vendu sur caisse n'est pas un jeu vendu chez eux. Mais d'un autre côté, Il y a quand tu certains jeux, vends des s'ils jeux ne vendent sur pas sur caisse, caisse, ils n'arriveront pas chez eux. beh, c'est ça en fait, c'est qu'il faut dire que s'il n'est pas financé sur caisse, il viendra jamais chez toi, quoi qu'il arrive. Hmm. Et en plus, tu ne te tapes pas la partie, commerciale, publicité et tout. Tout est fait en amont pour toi sur caisse, en fait. Bah oui. Le succès, il est créé. Quand on te dit: «Vas-y, tu peux m'en acheter», bah, là, tu y vas et tu sais que les gens, ils savent de quoi on parle et ils viendront le prendre chez Hmm. toi. Mais la vie de boutiquier, c'est pas un travail facile, hein. Tu es toujours pris entre savoir quoi acheter, en quelle quantité, savoir le Ouais, vendre au meilleur oui, tarif et et avec la c'est de meilleure plus en marge. plus compliqué, j'ai envie de dire. Mmh mh. Tellement de jeux qui sortent maintenant, enfin, les boutiques, elles ont des murs pas extensibles non plus, hein. Bien sûr. Mmh. Hmm. Ouais. Est-ce que l'un des points aussi qui fait que les gens en ont un peu marre aussi, c'est que au départ, les stretch goals, c'était des vrais stretch goals que tu débloquais vraiment par rapport au succès de la campagne, alors que maintenant, dans 99% du temps, les stretch goals sont déjà inclus et prévus dans la boîte et ils sont obligés d'être débloqués d'une manière ou d'une autre, et que en fait c'est juste là pour animer ta campagne et que ça a perdu un peu de son sens et de sa saveur, quoi. Je m'interroge vraiment sur le fait qu'un stretch goal n'ait jamais été prévu, en fait. C'est l'image qu'on leur a donnée au début et c'est l'image à laquelle on s'est attaché, à savoir plus on finance un jeu, plus on nous donne des cadeaux. Mais, Enfin, moi je connais des projets où c'est vraiment des trucs qui sont enfin, entre guillemets qu'ils rajoutent vraiment si tu l'as et si ça se passe pas voilà. Et la preuve aussi de ça, c'est que moi les premiers Kickstarter que je faisais à l'époque, tu voyais quasiment tous les stretch goals dès le début de la campagne. ouais, Alors que Mmh. maintenant, ils t'en montrent 2, 3, et puis ils adaptent les autres suivant comment ça fluctue pour pouvoir les débloquer en changeant les paliers. Et voilà, c'est ce qui leur permet de ne pas tous les montrer d'un coup. C'est surtout ça en fait, c'est de pouvoir les faire varier ou alors de te dire bah, finalement ça je peux m'en passer, ça n'atteindra jamais donc je vais faire genre mon dernier stretch goal c'était celui-là. Enfin, tu vois, enfin c'est t'as en fait, plus les de. stretch goals, en effet, comme tu le dis, grâce à l'outil de prévision des financements, tu peux évaluer à combien tu vas les lâcher et et modifier les paliers. C'est pour ça que l'éternelle, question: «Mais si on n'atteint pas le dernier stretch goal pour finir la boîte qui a été scindée en 4 stretch goals, est-ce qu'on l'aura quand même?» Oui, bien sûr, c'est déjà calculé, ce sera vendu et on vous dira: «Ah surprise, grâce au PM, on a pu le Mm. débloquer». Ouais. Enfin, on va trouver une arnaque, tu vois? Tu l'auras ta boîte. Mais t'as déjà des éditeurs aussi qui ont eu des gros succès, qu'on se dit bon bah du coup on n'avait pas prévu assez de stretch goals et qu'on en recréé, qu'on en rajouté aussi, tu vois. Enfin, Mmh. donc alors maintenant la plupart sont. Merci Fred pour les 100 bits, c'est très Merci gentil de ta Fred! part. Merci. En plus de toutes ces questions intéressantes de ce soir. Merci beaucoup à toi. Bah, merci. Mais voilà, enfin moi je pense que ça fait aussi partie un peu du truc, ça, ce système de stretch goal maintenant qui a plus vraiment de sens et c'est dommage quoi. Enfin voilà. C'est ça. Le Non, stretch la goal, politique, c'était un peu c'est plus l'incentive qui te éditeur. faisait venir. Parce que en plus, Maintenant, souvent les stretch goals avant, c'était pas tant du contenu en plus que vraiment de l'upgrade. ouais. Et Mmh. où du coup, bah si c'était pas financé, au final, bah c'était juste que ton jeu était pas upgradé quoi. Et après, tu as des jeux made in Ludus Magnus Studio, puisque eux, je les ai dans le collimateur, comme Black Rose Wars, comme Dungeonology, Mhm. où finalement, dans ces jeux, tu as plus de stretch goals que tu n'as de jeux de base, en fait. Oui, Et bah oui, ça, ça c'est c'est pas. catastrophique. Là, il y a un problème. Il y a un gros On se fout de souci. notre gueule. Quand la boîte de stretch C'est goal pas est plus normal. importante que la boîte de base, oui, c'est clair. Bah oui, oui. Il y en a plein qui Il y font ça. a, Et il y a moquerie. ouais, il y a Bakou qui dit les stretch goals sont étudiés en amont dans le prix des pledges. Alors oui, oui, je ne dis pas que c'est pas Mmh, étudié en tout à amont, bien fait. entendu, et heureusement que c'est prévu en amont et que, à part quand ils ont des succès énormes ou auquel cas ils en inventent un peu à la dernière minute, heureusement que c'est prévu à l'avance. Mais ce que je te dis, c'est qu'il y a une différence entre je prévois mes stretch goals et ce que je peux proposer comme stretch goal à quel prix, et c'est en réalité du contenu qui est obligatoire et qui doit être contenu dans la boîte et qui n'est pas un réel stretch goal.
C'est ça la subtilité en fait. Genre par exemple, tu vois par exemple quand je te dis bah mon plateau il passe de une simple couche à du double layer, quelque part c'est du vrai stretch goal parce que si tu l'atteins pas, c'est pas grave, ton jeu il peut sortir. Par Mm, contre, mon stretch goal, j'ai trois unités, tiens, je vous rajoute trois figurines de trois nouvelles unités, machin et autres. Et en fait, tu t'aperçois que dans la campagne de base de ton jeu, tu as besoin de ces unités. Bah donc si tu les avais, enfin si ce stretch goal n'était pas débloqué, tu pouvais pas faire cette campagne. C'est une autre campagne. Donc c'est pas un vrai stretch goal. C'est ça que moi je veux, enfin c'est cette C'est distinction là que c'est- je fais. c'est cette idée qu'il faut avoir, oui. C'est de se dire qu'est-ce qui est vraiment impactant et qu'est-ce qui n'est qu'un contenu Voilà. additionnel, un bonus. Et après, tu as la différence entre les gros éditeurs qui font des stretch goals avec des sommes juste pour le show, entre guillemets, Oui. et les petits éditeurs qui te font des stretch goals que vraiment tu n'auras pas si tu ne débloques pas le Ah bah palier, quoi. oui, bah ça clairement. Et ça pour le coup, moi ça c'est du vrai stretch goal quoi. Ouais, ouais. Et c'est de plus en plus rare. Voilà. Et moi, tu vois, moi, j'ai au Oui, contraire, surtout moi que chez les j'aimais, petits. moi après, il y en a qui vont dire l'inverse ou autre, hein. Mais moi, j'aimais bien quand tu voyais quasiment tous les stretch goals, ou en tout cas une grande partie, et pas juste genre le suivant ou les deux suivants, et de se dire, ah putain, est-ce qu'on va atteindre celui-là? Enfin, tu vois, moi, je trouve que Ouais. j'avais plus d'engouement à suivre le truc en voyant tous les stretch goals qu'il y avait, alors que là, comme ils arrivent au fur et à mesure, au final, bah, moi, quand j'ai pledgé parce que ça m'intéressait, j'y retourne quasiment plus pour voir vite fait le stretch goal qui est dessus, mais tu vois, j'ai moins cette hype, je trouve, que quand j'avais vraiment tous les stretch goals, quoi. Bah, je comprends, ça perd et puis on est un peu blasé, il y a l'habitude qui se met en place. Aujourd'hui, je t'avoue que je suis beaucoup plus intéressé par le fait de participer, en donnant mon avis à la création du jeu, à son Mm. orientation, sur des illus ou autre, plutôt que juste savoir que je vais gagner, 5 figurines qui de toute façon ne verront jamais un plateau. Ouais. Et tu vois, c'était avec quand on avait fait l'interview de Bruno Catala, qui doit avoir, alors je me rappelle plus c'est quel jeu qui doit arriver sur Kickstarter, un des jeux qu'il a développé. La condition sine qua non, c'était qu'il n'y ait aucun stretch goal gameplay. Ouais. Mmh. Que Bah, c'est ça, pas de gameplay exclusif. voilà. Oui, non, et puis ouais, qu'il n'y ait pas de gameplay exclusif. Ah oui, pardon, c'était pas les stretch goals, c'était gameplay exclusif. En gros, qui est que les trucs, les Que seuls du trucs qui pouvaient être cosmétique et exclusifs, du ça pouvait être du deluxe. cosmétique ou du deluxe, Mmh, mais pas du mmh, gameplay. mmh. Et ça, c'est une bonne chose. Mm. Mais c'est bien d'être un Oui, ça doit être auteur qui pour a le Cyclades, ouais. poids suffisant pour permettre de le faire. Parce que le premier éditeur venu, il se fait vite rembarrer par un éditeur, tu vois? Mm. Sur un KS. Ah voilà, bah, écoutez, on a fait un beau tour, hein, c'était très Oui. actif, c'était cool comme, toutes ces questions, toutes ces précisions et ces apports. Ouais, C'était un ouais, très ouais, bel ça échange ce soir. bien, ouais. Mm. Et donc, du coup, en conclusion, qu'est-ce que vous pensez que va devenir le financement participatif? Est-ce que on va continuer comme ça? Est-ce que ça va revenir? Est-ce que va devoir y avoir une adaptation? À titre personnel, je pense que le financement participatif a encore de beaux jours devant lui parce qu'il y aura toujours des baleines pour mettre les sous et toujours des collectionneurs pour, ne pas savoir se restreindre. Par contre, on sera plus, à mon avis, sur des scores faramineux comme on a pu en connaître dans les 5 dernières années. Ça, je pense que c'est terminé, les excès comme ça. Donc on aura encore du KS et du participatif parce que c'est une excellente technique de préco, mais je pense plus que ce sera, une norme, moins une norme, en tout cas. Mm. Bah, moi, je suis aussi d'avis. Enfin, et quelque part, c'est un peu aussi, enfin, peut-être aussi un peu caché, un peu un espoir, c'est qu'effectivement, c'est de se dire que il y aura plus d'aussi gros KS kilo plastique, qu'on va revenir à des KS peut-être un peu plus on va dire normal quelque part, entre guillemets, de jeux qui ont des potentiels à sortir en boutique et qui seront du coup de fait plus abordables. Ouais. En fait, le truc aussi de KS, c'est que on sait que les gros éditeurs, c'est que de la précommande. Et qu'à un moment donné, quand tu précommandes pas un truc qui arrive 2, 3 ans plus tard, quoi. Précommande quelque chose, c'est après si tu précommandes. Mm, C'est un oui. produit fini, entre guillemets, quasiment, hein. Bah oui. Et il y a ce côté-là qui devrait changer, je pense, aussi. Imagine si tu préco un reprint, prévu pendant 2 ans. Ça, c'est une Too belle, much. voilà, une belle conclusion de Monsieur Quetzalcoatl. C'est
on pourra dire qu'on y était. À l'âge d'or C'est de ça. KS. On a connu l'âge d'or de On l'a KS, connu. fut un temps. De mon Quand on temps. avait des sous à dépenser dans des projets faramineux. Pour le moment, moi je me suis intéressé que par les jeux de filles, mais vu que ma hype disparaît au moment de la livraison, plus tard, c'est un problème pour l'envie de Ouais, bah repeindre, ouais, et ouais, du coup, KS presque jamais. Oui, c'est sûr aussi. je comprends tout à fait. Mm. Voilà. Et voilà. Et juste avant de partir pour faire plaisir à Olinkle, qui, enfin, je sais pas si elle est encore Elle est là. partie déjà. Ouais. Ah, elle est partie. Bah, elle verra peut-être en rediffusion. Juste montrer rapidement. J'attends toujours qu'on parle de petit KS. Là, c'est sur Ulule. C'est un petit KS français. Enfin, français. Ils habitent à Nouméa. Mais ils font ça pour les francophones, donc France et Belgique. Donc c'est leur premier jeu, c'est un jeu d'escape interactif de type Aurore. Mhm. Donc voilà, donc ça je vais essayer de... J'ai déjà commencé à échanger un petit peu avec la personne, essayer de récupérer. Alors bien sûr il peut pas m'envoyer... Alors a priori il a déjà essayé pour d'autres personnes, mais c'est jamais arrivé. Et Ah du coup je pense mince. qu'au niveau du coup, enfin voilà, d'envoyer un jeu complet ou autre, et puis c'est pas trop ce que je lui demande. Euh, et puis Nuni, du coup, vous le faire en live parce que bon, du coup, il y aurait plus d'intérêt à le backer. Mais il va normalement essayer de m'envoyer en print and play le début du jeu pour que qu'on puisse tester et qu'on puisse vous faire un retour dessus. Sympa ça. On n'en a pas parlé, mais qu'il y a une mode en ce moment qui est de raccourcir de plus en plus les temps des Kickstarter qui passent maintenant à 15 jours. On avait Bientôt, ce fait, sera 48 heures. c'est ça. Eux, bah, ils ont fait le choix d'avoir un Kickstarter long, donc sur 40 jours. Donc voilà, ça laisse un petit peu de temps, je pense qu'ils puissent m'envoyer, qu'on puisse tester et qu'on puisse revenir vers vous sur ce Kickstarter-là. Euh, Après, j'ose croire, parce que ça a été, en fait, moi j'ai reçu, je l'ai vu par rapport à un autre jeu que j'avais pledgé, d'un autre primo-éditeur qui avait fait un Escape 2222. Donc Mhm. j'ose croire que s'ils en parlent, c'est que eux l'ont testé et qu'ils approuvent, et donc si c'est relativement la même qualité que ce que j'ai eu avec Escape 2222, c'est plutôt prometteur. D'accord. Non, mais c'est plutôt bien. Voilà. C'est Rapidement, en chouette. fait, le concept, c'est que tu vas avoir une petite appli avec des vidéos et en gros, tu vas être timé t'as 13 épreuves à résoudre sur 7 salles différentes, je crois de mémoire, Mhm. qui correspondent aux 7 péchés capitaux. Et en gros, t'es timé, t'as genre 10 minutes pour chaque énigme. Ok. Et en fait, le but, c'est qu'en gros, tu as des petites vidéos et suivant que tu réussisses ou pas une énigme ou tout ça, il va se passer des choses. Tu vas pas le lire la même vidéo, je pense, après. Et donc, ton histoire va évoluer d'une manière différente avec des personnages qui vont pouvoir mourir dans d'atroces souffrances. Comme on peut voir dans ce pledge de petits projets, vous avez un pledge avec un MacBook Pro qui est fourni. C'est ça. C'est pas mal. Petit projet Nouméa, j'aime bien. Oui, mais ça m'a fait tiquer aussi, mais non. C'est pour le principe des vidéos, C'est pas l'application. écrit sur la photo, publicité mensongère. Voilà. Mais tu regardes, t'as marqué le contenu juste à Ouais, côté. à droite, c'est vrai que c'est écrit. Ouais. Ok, bah c'est cool comme petit projet. Voilà. Et tout à l'heure, on en parlait rapidement aussi, là, le KS Explorers. Ah oui, créature, ouais. Creatures, ouais, qui est à la fois sur Ulule et sur Kickstarter. Bah écoute, ça pour du. Enfin, je sais pas. Après, t'as des JDR qui ont fait des très gros chiffres aussi, hein. L'un des top 10 de Kickstarter de mémoire est un JDR qui avait fait 10 millions. Mhm. Mais ça me semble pas trop mal parti pour eux. Voilà, quoi, c'est lancé depuis quelques jours. Je sais plus c'est quoi la date exactement du lancement, mais c'était il y a plus de 48 heures maintenant. Ils sont là à 3000 backers quasiment 3000 backers sur KS et ils sont à quasiment 1000 sur Ulule. D'accord. C'est Donc pas mal. je trouve qu'en termes de proportion, on est pas mal déjà en francophone et Est-ce qu'ils ont mis anglophone. la même durée sur les deux plateformes? Ouais, ouais, Un t'as la jeu même qui durée reste 23 exactement. jours? Ok, T'as exactement la même durée. parfait, bon, c'est Et pertinent. normalement, alors je n'ai pas été vérifié, mais normalement c'est exactement les mêmes pledges, c'est exactement les mêmes stretch goals, etc. C'est juste que je sais pas pourquoi ils ont décidé de scinder Ouais, de splitter, ouais. sur Ok. les deux plateformes. J'ai aucune Et idée de ça a l'air pourquoi. de marcher, tu vois, c'est un pari qui Et paye voilà. parce qu'ils ont beaucoup de backers ici. Donc voilà. Bah beaucoup c'est relatif, mais ça a l'air plutôt bien parti pour eux. Mm. Tac. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était très cool. Encore une belle émission, comme quoi la Ludic Squad, c'est vraiment la meilleure émission d'entre jeux studio. C'est là où il y a le plus d'interaction avec le public, déjà.
C'est pas comme dans les émissions de peinture lureur, là, où chacun a les doigts sur ses pinceaux et il n'y a aucun message dans le chat. Ouais. Dis pas ça, je peins demain. Oh no! Ah, Wag a pris un applaudissement pour 2000 points. Désolé, Wag, il n'y a pas les. Je le fais pour les toi. sons. Ah, je vais faire pour toi. Voilà. C'est comme dans La Cité de la Peur. Faute de moyens, le doublage sera fait. En fait, c'est ça le challenge. C'est au lieu de l'automatiser, il faut qu'à chaque fois qu'il y ait un ordre d'applaudissement, on le fasse. Ah, merci avec moi. Elle fait gloire à la Ludic Squad. Oui, avec moi, demain, il y a live peinture Ouais, demain il y a la peinture. T'es dessus, avec Pierrot? Clément et animé par Aventurier des Jeux. Non, t'es pas sur celui-là, toi? Non? Ah non, Si, t'étais. justement, Si, ça, si. demain, je peins. Ouais. On va enfin Demain, voir Pierrot se peint. peindre. Ah, on va voir Je ce vais que ça peindre donne. du Super Fantasy Brawl Round 2. Yeah. La Et il y a chance. quoi d'autre T'attaques à cette qui? fin de semaine? Il y a autre chose après? Je me souviens plus. Je regarde vite. Je te dis ça. Je crois pas. Hein. Non, live peinture demain et c'est tout. Ah, c'est tout. Ouais, C'est non, il c'est fait déjà chaud pas en mal, ce hein. moment. Il fait un peu chaud, on veut Ouais. profiter. C'est déjà pas mal. Et voilà. Et puis bah la semaine prochaine, vous recevrez normalement dimanche soir ou lundi ou plus tard, je pense, le planning de la semaine prochaine. Voilà. J'ai Eh ben, c'est déjà vu Pierrot nickel. peindre son ange de Destinies. Ah, Ah, ça bah c'est bien écoute, ça. ouais, j'ai raté ça. Bah, du coup, rendez-vous demain pour la peinture. Mais ouais, rendez-vous demain soir pour la peinture. Et bah du coup, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous, avec moi, à Yes. Phil, à Wag, à Fred, à Olinkle, même s'il est déjà Tête de parti, slip. à Tête de Slip, à qui j'ai à Sur Baku, Baku qui a beaucoup parlé. ouais, à Monsieur Quetzalcoatl, Aldrico, Phil, Al Puccino, voilà. Et voilà. Et j'en À passe, tout c'est le des monde, en meilleurs, fait, hein. à tout le monde. Bah, ouais. Merci particulier à Fred et c'était j'ai oublié. À Mad Max pour les beats, encore une fois, Pour les merci. bits. Oui, chez Entre Jeux Studio, on aime ça, donc n'hésitez pas à envoyer. Les abonnements, les bis, tout ça. Et Voilà. toi, Jean de YouTube, viens nous rejoindre sur Twitch pour pouvoir échanger avec nous et que ça soit participer, c'est quand même beaucoup plus fun. Oui, parce qu'on est presque à 2000 abonnés. Du coup, il faut y aller, il faut envoyer. Ouais, c'est ça. Enfin, 2000 followers. 2000 followers, pardon. Pas Ouais. encore aux On 2000 sent et on abonnés. est bon. Et voilà. Alors, on se fait un effort là. Puis à minima, n'hésite pas à mettre un commentaire sur YouTube, un petit pouce et tout ça. Yes. Voilà. Bonne soirée à tous. Et normalement, j'ai un doute sur, j'allais dire dans 2 semaines, mais moi je ne serai pas là dans 2 semaines. Donc peut-être À qu'exceptionnellement, il n'y aura pas de Ludic Squad dans 2 semaines. Mais sinon, dans le doute, on va dire quand même dans 2 semaines. Voilà. Et Allez, pour les autres, bonne à demain. soirée à tous. Salut, À bientôt. Ciao, ciao. Salut.